Le mec, il s'énerve. Je lui dis, tu sais que si t'aimes pas le spectacle, tu peux partir. Hein. Le spectacle se termine, je finis. Le lendemain, je rentre à Paris. Et là, je sens un truc, quelqu'un me fait ça. Je me retourne, c'était le mec. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Kairon. Kairon qui a fait Bref, la série à l'époque sur Canal+, qui a fait Nous trop ou rien, qui a fait ses films, qui a fait ses spectacles, qui va venir nous raconter ses nouveaux projets. Et toute sa vie, son départ de l'Iran, comment il a fui dans un sac à dos. Il va nous raconter ça juste après. En tout cas, prenez 2 minutes pour vous abonner si vous voulez bien sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur toutes nos interviews. Le mercredi, le vendredi et le dimanche, on sort 3 interviews par semaine sur le média. Merci d'être là. N'hésitez pas à commenter toute l'émission si vous voulez réagir au sujet dont on va parler. N'hésitez pas à liker la vidéo, vraiment ça nous aide beaucoup. Et puis à mettre la petite cloche aussi pour être au courant, pour avoir les notifications quand on sort des nouvelles vidéos. Du coup, 3 fois par semaine. Merci d'être là et c'est parti avec Kairon, on y va. Bonjour, je suis... j'ai du mal. Pardon, j'ai du mal à parler aux caméras. On va la garder celle-là. Bonjour, c'est Kairon, humoriste funambule. Je suis chez Légende. C'était tellement nul. Tu veux la refaire ou pas? Non, moi ça me fait rire. Bah écoute, vas-y. Non, c'est toi qui décides. Moi je suis à l'aise, moi. C'est vrai. Je préfère saboter les trucs sans faire. Il a fait une blague en plus au cadreur, il a dit t'inquiète, je fais du cinéma, c'est ouf. C'est encore plus gênant. Bienvenue, ça fait plaisir de t'avoir. C'est réciproque. La dernière fois qu'on s'est vus, Ouais. on avait fait une OP ici, tu étais venu tourner dans ce studio, on n'avait même pas encore le logo, les gens c'était t'avaient le vu début. tout début. Ouais, c'est tout début. Là, tu bosses sur un spectacle, Kairon. On s'est rencontrés, pour tout vous dire, sur M6 dans l'émission Les Traîtres. Enfin, on s'est connus un peu avant. Non, enfin, on se connaît d'avant, mais on s'est connus officiellement à l'image dans cette émission. C'est le truc qu'on a fait tous les deux, où j'ai dû éliminer Kairon le premier soir. J'aime bien le j'ai dû. Comme si c'était une obligation, alors que c'était lui le décideur. Rappelle aux gens comment ça s'est passé. C'était l'émission qui retraçait le jeu du loup-garou, en fait, en émission de télé sur M6, qui est génial. D'ailleurs, on s'est éclaté à la faire. C'est ça. Moi, j'ai pas eu le temps. Parce que... Et en fait... J'étais le traître, j'étais le loup. Et en fait, il fallait absolument... Je savais que ce mec-là est extrêmement fort dans ce jeu. Et je me dis, ouais, c'est mon pire adversaire. Qu'est-ce qu'il faut éliminer? Lui, avec son calepin, il a commencé avec son petit crayon dans la tête. Il notait les trucs sur les gens et tout. C'était une erreur. Il était trop pro et je me suis dit, waouh, il faut vite le sortir, c'est le meilleur joueur du game. Tu sais que j'ai pas ouvert ma valise. Ah oui? Bah oui, parce que je suis arrivé dans l'émission, le soir, on a tourné, et le lendemain, j'allais ouvrir ma valise, et ils m'ont dit, attends, viens faire une petite interview. Ils m'ont donné une enveloppe, et je me suis fait, allez, bâtard. Sur ma valise. Mais non, mais c'était une super expérience. Merci à toi de m'avoir validé. On a vraiment participé 10 minutes à l'émission ensemble. Non, pour parler, alors là, tu viens... Là, tu as 2 spectacles. En fait, tu as ton spectacle à toi qui s'appelle Dragon, qui est à l'Apollo Théâtre à Paris. Et à l'Apollo Théâtre aussi, tu as un 2e spectacle, mais cette fois-ci en bande, où tu fais des personnages historiques. En fait, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est un comédie club. Storytelling. Ça s'appelle e-storytelling. C'est un comédie club. Donc, le principe du comédie club où tu as un MC qui présente et maintenant le prochain humoriste, un tel. C'est moi le MC, donc je suis sur scène et je fais des blagues. Sauf que l'originalité, avec tous les autres comédie clubs du monde entier, c'est que les personnages qui viennent sur scène, ce sont des humoristes qui incarnent un personnage historique. C'est-à-dire que maintenant, mesdames et messieurs, le prochain, et là, tu as un humoriste qui vient et c'est Steve Jobs. Et il fait un stand-up en étant Steve Jobs. Après, tu as Jacques Chirac. Ah, wow. Après, tu as Moïse. Après, tu as Rosa Parks. Il joue comme si c'était avec des vannes que pourrait dire Steve Jobs. Exactement. Et des costumes. On a une costumière de cinéma qui nous a fait des costumes magnifiques. Et il y a plein de personnages. Et chaque soir, les personnages changent. Il y en a 6-8 différents. On a un battle de rap entre Vercingétorix et Jules César. On a Rosa Parks qui va venir nous parler de ce qui s'est passé réellement dans le bus. Il y a plein de personnages et franchement, c'est hilarant à faire et c'est vraiment original pour le coup, quoi. Et c'est des humoristes connus ou c'est... Non, ils sont pas connus justement. D'accord. Justement, je suis trop fier de ça parce que ils seront pas connus encore très peu de temps. D'accord. Tu vois, ils vont exploser, ils sont trop forts. Toi, tu le vois en plus, tu sais très bien qu'il va exploser souvent. En général, bien sûr, tu vois les passages, tu te dis non mais là les gens ils rigolent plus sur 5 minutes là que sur le spectacle d'autres humoristes plus connus et tu sais que cette personne-là, dans quelques temps, quelques mois / années, ça va être des immenses stars. Et quand on montrera les photos où on est tous ensemble sur scène aujourd'hui, les gens diront putain, il y avait lui, il y avait lui, il y avait lui. Oui, c'est ça, c'est ce genre de truc. Ouais. J'ai préparé ta vie, comme on fait à chaque fois, avec l'aide de Sébastien et de Louis qui bossent avec nous et Julie. Très sympa, je le dis. Et on les embrasse surtout, un des deux. Et non, je rigole. Non, moi, je pas d'entre nous à chaque fois. Ils t'ont appelé. Ouais. Julie, Louis t'a appelé, je crois. Ouais. T'as eu 2 appels pour préparer un peu. Après, on a essayé de tisser le truc. C'est vrai que t'as fait beaucoup de projets. T'as fait des films au ciné, t'as fait des spectacles, t'as joué dans des séries, dans Bref à l'époque. Ouais, bien sûr. T'as fait beaucoup de choses.
On va reprendre ta vie, c'est le principe de cette émission. Je suis. Ça déroule, ça commence en 82. Toi, t'es né à Téhéran. Oui, T'es né en Iran. je suis né dans la clandestinité la plus totale. Je croyais que t'étais né en France. Non, Je sais pas pourquoi. Je non, croyais non. que tes parents étaient venus et je me suis trompé. Non, je suis né. Tu veux, je développe ou je te Vas-y, laisse vas-y, compter grave. Je nais à Téhéran dans la clandestinité, c'est-à-dire qu'à l'époque, mes parents font de la politique, ils sont recherchés tous les deux, et ma mère est enceinte. Et la chance qu'elle a, c'est qu'elle a fait des études de médecine, elle était infirmière, et donc elle connaît un chirurgien qui a accepté de la faire accoucher clandestinement. Oh là là. Je suis arrivé genre à l'hôpital, je sais pas exactement quelle heure, mais 3 heures plus tard, il n'y avait aucune trace de mon passage. Et je suis reparti, il n'y a aucune trace, pas de papier, rien, pas une goutte de sang, rien. Ouais, rien, et personne n'est venu. Donc c'est... Elle a fait accoucher. Et pourquoi? Parce qu'elle était Parce que politiquement contre le régime à l'époque. Bien c'est sûr, ce oui, mon père avait fait de la prison, il était contre le Shah d'Iran, puis ensuite C'était le contre- chef à l'époque, le Shah d'Iran. Ouais, et était ensuite contre les ayatollahs, les islamistes qui ont pris le pouvoir aussi. Et du coup, notre tête était nos têtes étaient mises à prix Là-bas. toute mon enfance, déjà jusqu'à ce qu'on fuit l'Iran. Et même ensuite en France, on a eu quelques anecdotes. Une dont j'ai oublié de leur parler, mais que j'ai pas mis dans le film en plus, en autre rien. Un jour, mon père, il est au taf, il reçoit un appel, et c'est le gouvernement iranien. Là, on a pire À Paris, scène tu parles 93, ouais. Ok. Il reçoit un appel, il dit écoute, mon père s'appelle Ibat, il dit écoute, Ibat. Voilà, là, c'est le ministre de trucs. On sait où tu habites, on sait que ton fils est à l'école ici, on sait que ta femme il travaille là, on sait que toi, tu travailles là, on sait que tu es habillé de telle façon. Si on avait voulu vous tuer, on l'aurait fait. Donc, vous voulez pas revenir au pays un peu C'est vrai? Ouais, c'était pour dire en gros, parce que mon père avait tellement de poids politique à l'époque qu'en retournant, il validait un peu ce gouvernement. Et mon père a dit non, on va jamais revenir. Mais tu vois, on était quand même suivis de près. Ouais. Et il a pas eu peur justement qu'après il y ait des représailles Bah, tu peux pas vivre dans la peur. Tu sais que c'est marrant, je me rappelle quand j'étais petit, on a fait un déménagement. C'est la première fois qu'on avait déménagé. Et j'avais dit à ma mère, putain, mais c'est chiant un déménagement, c'est une galère. Elle m'a dit, nous, c'est notre 47e déménagement, je crois. Parce que eux, ils étaient à un stade où quand on arrivait quelque part, ils défaisaient pas les valises. Ils savaient que parfois, ils restaient 4 heures dans un appart, parfois 8 heures. Parfois, ils avaient une réunion avec un autre mec du parti. Chez eux, il y avait genre, le mec avait 3 minutes de retard. Ils réfléchissaient pas, ils éteignaient le gaz et ils partaient. Ils savaient qu'ils s'étaient fait arrêter. Putain. Tu vois, ils ont grandi dans cette Ouais, énergie-là. c'est ça. Donc, Ils se sont enfuis quand t'avais quel âge? à 1 et quelques, 2 ans, je crois. Oui, assez rapidement. Très, ouais. Enfin, c'est déjà long, Ouais. 1 an et demi, 2 ans quand Ouais. t'as cherché dans Mais un ils m'ont pays. pris, heureusement qu'ils m'ont pris. Tu sais qu'il y a des familles qui n'ont pas pu prendre les enfants, qui ont essayé de les faire venir plus tard. Eux, ils ont pris le risque de me prendre. Et franchement, moi, je peux pas ne pas les remercier 200 fois mes parents, parce qu'au-delà de me donner la vie, ils m'ont aussi sauvé la vie. Parce que quand tu prends un bébé et que tu traverses les montagnes pour la Turquie et que chacun est avec un guide et ton bébé là, si le bébé il crie, bah, les gardes ils sont au courant et donc ils m'avaient donné du Valium. Pour que... Ah, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ah ouais, truc de Ouais, ouf. il m'avait donné du Valium, j'étais shooté. Et t'imagines, il fait tellement froid et ton bébé dans un sac à dos avec un montagnard que tu connais pas du tout. Ah, c'est les mecs qui te. Bah oui, ils prenaient chacun une personne et t'es là et pendant 3 jours, tu sais pas où est ton bébé. Et t'attends. T'imagines Oh là là. t'imagines la dinguerie qu'ils ont La vécu. dingue. Ah, c'est Ouais, c'est horrible. fou. Quand t'es parent, tu t'imagines, t'as pas envie de Ouais. laisser ton enfant avec quelqu'un que tu connais pas dans un sac à dos. Attends, ça fait 3 jours, un inconnu en pleine montagne. Et donc ils t'ont filé du Valium pour que tu fasses dodo, quoi. Ouais, parce que sinon, le bébé, il hurle, tu vois. Il hurle, t'as les chiens qui entendent au loin, tu ils sais arrivent, jamais. c'est fini, c'est terminé, les militaires, c'est fini. Ah, waouh. Ok. Donc ils t'ont sauvé la vie comme ça. Et alors, tu les as sauvés en vomissant une fois aussi. Ah, ça c'est le vomi, je pense, un des vomis de terrien qui a eu le plus de valeur. Écoute, l'histoire, elle est folle. C'est une histoire vraie, je précise. Hein. Parce que j'ai souvent des gens dans les interviews, ils aiment bien un peu raconter des trucs. Ouais, bien sûr. Tout est vrai. On le sent quand ça. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, je l'ai mis dans mon film. Ils avaient caché dans mes couches des papiers importants du parti. Tu vois, c'est le moment où on va partir, on va quitter l'Iran, ils ont encore des informations. Donc, ils se sont dit, on va les mettre dans les couches du bébé. Personne fouille un bébé. Il n'y a C'est aucun vrai. douanier. C'est vrai. qui est un- vrai, ça. Et manque de peau, le gars, il dit, passez-moi le petit, là. Et il commence à me palper. Et je me vomis dessus. Je ne peux même pas t'expliquer. Le seul truc héroïque que j'ai fait dans ma vie, c'est indépendant de ma volonté. Je me vomis dessus. C'est Le la gars, théorie. il me rend à mes parents comme ça. Ils ne reviennent pas et ils passent. Incroyable. Ouais. Tu y es retourné d'ailleurs. Jamais. On parle de fuir un pays, mais toujours pas assez. Et puis même avec ton nom, t'as pas peur. Déjà, j'ai pas confiance déjà en ce gouvernement. Quand on voit ce qu'ils font subir au peuple déjà iranien sur place, c'est catastrophique. C'est inhumain. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont réservé à un mec qui en plus a fait un film contre eux, tu vois, et qui est le fils de mes parents. Donc, j'ai aucune confiance en ce gouvernement.
J'aimerais y retourner un jour Pour avec voir. mes parents pour voir où ils ont grandi, pour voir où j'aurais dû grandir. Oui, pour voir tes racines. Bien sûr, j'aimerais, mais je ne peux pas cautionner ce gouvernement et tant qu'il sera en place, je ne mettrai pas les pieds là-bas. Et pourquoi ils choisissent la France? Est-ce qu'il y a de la famille déjà? Non, Pourquoi ils- tu sais qu'on est dans un... Mon père m'a raconté, on est dans un foyer en Turquie et là, chacun a envie d'aller quelque part. Donc j'ai un oncle qui est parti en Suède, j'en ai un qui est en Allemagne, j'en ai un qui est aux États-Unis. Et mon père, il a toujours été fasciné par la France, pays des droits de l'homme, les siècles des Lumières, Voltaire, etc. Il avait un attachement à la littérature française et ils ont dit, nous, on va aller en France. Nous, on a vraiment voulu venir en France. Ouais, c'était un choix. C'était un choix, c'était une envie. Après, on a eu de la chance de tomber sur des gens qui ont accepté qu'on vienne aussi en France. Vous arrivez où en France? On arrive d'abord, alors mon père, il est en région parisienne, il est à Stein, Ok. et ma mère et moi, on est dans un foyer à Villeurbanne, à côté de Lyon. Et lui, il travaille et nous envoie de l'argent pour pouvoir nous faire venir ensuite à Stein. Donc, on rejoint ensuite mon père à Stein. Je grandis, je fais la moitié de ma jeunesse à Stein. Et t'as une chambre et tout, t'es quand même. T'es Ah logé non, c'est... non, on a une... c'est marrant. On a une mezzanine. Donc, ça veut dire qu'en bas, je me rappelle, c'était rue Louis Borde. 14 ou 40 rue Louis Borde. Tout le monde s'en fout de ce détail, mais voilà. Il y a des gens, ils disent « Ah, c'était ici !» Oui, il y aura des gens qui vont se reconnaître. Voilà. Non, il y avait donc en bas, il y avait une sorte... Il y avait la cuisine, l'escalier, et en haut, il y avait un espace, en fait. Et on était plein. C'était comme un foyer, en fait. Donc, c'était un appartement, mais on hébergeait tous les Iraniens, tous mes oncles blédards qui étaient en transition. Et moi, j'étais content parce que moi, j'avais une chambre. C'est-à-dire qu'en fait, sous l'escalier, j'avais mon espace à moi. Donc moi, j'avais la place sous l'escalier. Comme dans Harry Potter. Mais je raconte tout le temps cette anecdote, mais quand je vois Harry Potter, et quand je fais « Oh, comme moi », les gens sont tristes. Mais moi, j'ai trop de bons souvenirs, en fait. Ouais, t'avais ta petite chambre à toi. J'avais mon espace à moi. Il y avait 15 blédards au-dessus, 13 à côté. Moi, j'avais ma chambre. Tu parles pas français à l'époque? Enfin, non, t'as 2 ans, tu parles même Pas rien du tout. Quand je rentre de la maternelle, je dis à... Ma mère, elle me dit, les premiers jours, elle me dit « Ça se passe bien et tout ». Je dis « Ouais, mais ils parlent bizarre tous. Ils savent pas trop bien parler, les pauvres ». Ah, J'avais de la peine pour ceux qui parlaient français, parce que je pensais que c'est eux qui parlaient mal, en fait. Ah oui, oui. Ouais, pas qu'ils me comprenaient pas. Tes parents parlaient pas français non Pas plus du au tout. début? Pas du tout. Mes parents, c'est des gens incroyables. Je vais pas faire le mec, tu vois, chauvin et tout, mais franchement, ils ont une vie de fou. Mon père, le matin, il apprenait le français. L'après-midi, il repassait son diplôme d'avocat, qui n'était pas reconnu en France, à la Sorbonne. Et le soir, il était veilleur de nuit à Canal+. Ah là là, c'est vrai? Ouais. Et ma mère, pareil. Ils avaient plusieurs tafs, sans relâche. Tu Ouais, vois. ils bossaient dur. Ouais, vraiment. C'est dans notre... C'est pour ça, quand tu dis que tu as fait beaucoup de projets, moi, c'est dans mon ADN de travailler non-stop. Dans tes différents projets, j'ai vu que tu te mets au rap rapidement. Ouais. Je savais pas ça. Oui, bah, tu sais, quand tu grandis en banlieue parisienne et que t'aimes écrire, t'as pas 1000 options, quoi, tu vois. Et c'est avec Navo, t'as fait ça? Ouais, c'est avec ça. Navo. On se connaît depuis qu'on a 6 piges, lui et moi. Incroyable. C'est l'auteur qui a bossé, il a bossé avec Ken Kojandi, Ouais, c'est ça aussi. il fait son podcast avec lui aussi. C'est ça. Un bon moment, il est toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Bah, Navo et moi, on se connaît depuis qu'on a 6 piges. Nos mamans ont bossé ensemble et on s'est mis au rap ensemble. Et puis ensuite, quand j'ai bifurqué vers l'humour, il m'a suivi aussi dans l'humour. Et maintenant, il fait ses trucs et tout. Et il est trop fort, c'est trop bien. Et à un moment donné, tu découvres le stand-up avec Yacine Bellous, c'est ça? Ouais. Alors, pareil, avec Navo, on fait du théâtre à Stein. Le studio théâtre de Stein. D'ailleurs, j'embrasse Kamel et Marjorie, qui sont... Kamel, c'était mon prof de maternelle. Quand j'étais petit, c'était mon prof. Et je sais pas, il avait une aisance pour parler, il me fascinait. Et donc, j'ai grandi à Stein, c'est un petit village, tout le monde se connaît. Ouais. Et quelques années plus tard, il m'appelle, il me dit, écoute, on fait un théâtre, un atelier théâtre et tout, un pro. Viens et tout, t'es marrant, ça peut te faire du bien. Je dis, vas-y, c'est Kamel, on y va. Et je kiffe l'ambiance, je découvre l'impro, je découvre le fait d'être sur scène. Et là, je rencontre Yacine Bellous. Et je dis à Navo, viens, s'il te plaît, tu vas voir, c'est trop bien le théâtre, viens, on en fait ensemble. Lui, t'es pas trop chaud, mais je dis, vas-y, fais-moi confiance. Je me rendais pas compte que ça changerait littéralement nos vies à ce moment-là. Ah, c'est marrant. Et je rencontre Yacine là-bas, qui, quelques années plus tard, fait le Jamel Comedy Club. Et à l'époque où il le fait, Yacine, c'était pas aussi normal qu'aujourd'hui. Maintenant, quelqu'un te dit, je fais les premières parties de Jamel. Oui. Il y a eu 200 humoristes qui ont il y suivi. en a beaucoup. À l'époque, Jamel, il est au sommet de la pyramide de l'humour. Et on ne connaît pas, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de truc où tu peux écrire au gars directement. Yacine m'appelle un jour, il me dit, ouais, moi je fais Jamel, je fais la première partie de Jamel. Je dis, mais quoi, comment c'est possible? Il me dit, ouais, on fait des zéniths et tout. Il y a un truc, ça s'appelait le Jamel Comedy Club. Si tu veux, je t'invite à viens voir l'enregistrement. Et l'enregistrement de Jamel Comedy Club, je suis dans le public. Et la saison d'après, je suis sur scène avec lui. Putain, Incroyable. Ouais. Incroyable. Et en même temps, donc, tu continues les études ou tu as fini les études à ce moment-là? Alors, ça, tu touches à un volet chaotique de ma vie. C'est-à-dire, les études, moi, j'ai arrêté un peu avant le bac. Ok. Tu vois, ça veut dire que j'ai été jusqu'au bac, mais
J'ai jamais vraiment travaillé à l'école. Je me suis toujours. Oui, tu savais que tu voulais pas en faire ta vie. Exactement. Tu savais que tu voulais être humoriste, tu voulais C'est faire ça. autre chose. Ouais, donc du coup, quand on arrive au moment du bac et que j'apprends que le jour de l'oral d'anglais, je dois faire un concert de rap. À l'époque, je faisais du rap. Un concert de rap. Je me dis, bon, bah, je vais passer toutes les épreuves, sauf l'anglais, c'est pas grave. Et on me dit, mais non, mais c'est éliminatoire. Si tu rates une épreuve en présentiel, t'as pas le bac. Et donc, j'ai vraiment dû choisir. Est-ce que je fais ce concert? En plus, un concert anecdotique, hein, c'était même pas le concert de l'année. Ou est-ce que je passe mon bac? C'est le truc pour lequel je vais à l'école depuis le CP, en fait. C'est l'aboutissement. Ouais, c'est vrai, ça. Et je me suis dit, mais en fait, non. Je vais assumer mon rêve. Je veux pas continuer l'école, en fait. Et je l'ai pas dit à mes parents. Ah ouais? Je l'ai pas dit, ils étaient en vacances. Ils sont revenus. Et je leur ai fait croire que je l'avais passé. Ah ouais? Ouais. Et quand les résultats sont venus, moi, mes parents me faisaient vraiment confiance. Ils m'ont toujours fait confiance. À 12 ans, ils me laissaient, ils partaient en vacances 2 semaines. J'étais tout seul à la maison pendant... Tu vois, j'avais 12 piges, personne ne se rendait compte que j'étais vraiment autonome. Et ils rentrent de vacances et je leur dis non, mais rattrapage. Je gagne un peu de temps. On arrive au rattrapage et là, je leur dis, voilà, je vous ai menti, en fait, je ne l'ai pas passé. Ah là là, t'en as voulu? Ils m'ont pu parler pendant 1 an. Ah bon? Ouais. Ah la vache. Ouais. T'écris des poèmes pour les filles dont t'es amoureux? J'avais oublié. C'est ça? Écoute, je l'ai fait une fois dans ma vie. Je me suis dit plus jamais. J'ai écrit un poème pour une fille en 5e, je crois. À l'époque, écoute, je me suis mis à l'écriture parce qu'on m'a donné un ordi gratuit un jour. Mon père, il était dans une asso et il remplaçait, tu sais, les grosses tours, là, les gros écrans par les écrans plats. Donc, il donnait à mon père, tiens, si tu veux, vous voulez 2-3 trucs. Mon père, il dit, j'en prends un pour mon fils. Il m'amène ce truc à la maison et il y a quoi dessus? Il y a WordPad et Paint. Il n'y a rien d'autre. Donc, je dessine et j'écris. Et il y a le rap en même temps, donc je commence à écrire du rap, des textes et tout. Et un jour, il y a une fille dans la classe que je trouve mignonne et tout. Je vais pas dire son nom, elle serait trop contente. Parce qu'elle va recaler, ça lui apprendra. Le mec, il lui en veut 30 ans plus tard. Et donc, je crée un poème et tout, et on a un pote en commun qui habite dans son quartier. Il me dit, bah, si tu veux, moi, je lui donne. T'es sûr, c'est une bonne idée? Il me dit, mais ouais, bien sûr. Les meufs, elles adorent les poèmes. Moi, j'y croyais à l'époque. Maintenant, je sais que plus jamais. C'est des enfants, ne faites pas de poèmes. Bah, c'est mignon pourtant, c'est élégant. C'est trop mignon, mais quand t'es adulte, non, ouais, sur le coup, c'est pas possible. Non, ouais. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle l'a lu en cours de poésie. C'est vrai? J'avais envie de crever. Elle a dit que c'était toi? Non, elle a pas dit, mais il y avait beaucoup d'indices. Car tu es assise à ma gauche. Tu es vraiment très belle. Et je décrivais tout et tout. Non, c'était trop gênant. Et tu sais, mais ça m'a pris une bonne leçon. Au moment où je vis ça, c'est le moment le plus gênant de ma vie. Celui-là, là? Ouais, au moment où je le vis, tu vois, à l'instant T, où tu vois 30 personnes se retourner faire... au ralenti en plus. Ouais, Toi, c'est tu les vraiment vois, qui te marque, ouais. Ça te marque, la prof qui est gênée mais qui trouve ça aussi marrant. Et même la prof, elle se rend pas compte qu'à ce moment-là, toi, t'as envie de crever. Je me dis, franchement, je me suis... Je me dis, ça y est, c'est la fin de ma vie, là. Et 2 semaines après, tout le monde a oublié. C'est ça que c'est intéressant, parce qu'en réalité, quand tu vis une situation, que t'es dans le dur, tu te dis, non, mais là, c'est pas possible, là, c'est la fin du monde. Ouais, je m'en remettrai pas. Et en fait, c'est éclaté par rapport à tout ce qui se passe. Oui, bien sûr. Tant que c'est pas un problème de santé. Mais même la Tout santé, je te jure. Regarde, tu sais comment j'ai appris? J'en ai jamais parlé. C'est la première fois que j'en parlais. Tu sais comment j'ai appris que mon père avait eu un cancer? Non. Un jour, il m'appelle, il me dit ça va? Ouais, je fais ça va et tout. Il me dit t'as appelé ta mère aujourd'hui? Je dis bah non. Pourquoi je l'appellerais aujourd'hui? Je dis non, mais comme ça. Parce que tu sais, ma mère, elle a une maladie depuis très longtemps. Elle va à l'hôpital régulièrement pour cette maladie. Elle en parle jamais et tout. On déteste la pitié. Et donc, je dis, oui, mais c'est la journée où elle était à l'hôpital. Il me dit, oui, mais demande-lui, on sait jamais. Je dis, quoi, il y a un problème? Et je le trouve un peu insistant. J'ai après maman, il me dit, non, pas du tout, mais appelle-la quand même. Et vraiment, cette voix-là, je fais très très bien. Lui et Mickey, c'est le défenseur que je fais bien. Il me dit, appelle-la. Ok, j'appelle ma mère, je fais, maman, ça va? Elle dit, oui. Et tu sais, je suis pas du genre à appeler pour dire ça va, en fait. Je dis, elle dit, oui, pourquoi tu me demandes? Je fais, non, comme. Il dit, ton père, il t'a dit de me le demander? Je dis, oui, je bégaye. Elle dit, eh ben, tu sais quoi? Lui, il te l'a pas dit, mais il a un cancer. Mais non, je te crois. Elle me l'a dit comme ça. Sur la tête de ma mère que je l'ai appris comme ça. Wow. Je dis, mais vous êtes des barjots. Et j'ai même mis un truc sur Insta il y a pas longtemps, il y a quelques mois, où je dois faire un examen. Donc je vais à l'hôpital et je l'ai pas dit à mes parents pour pas les inquiéter. Je passe l'examen. J'arrive dans la salle de collation où ils donnent un petit biscuit. Je vois qui? Mon daron. Mais non. Je l'ai mis sur Insta, je te jure que c'était vrai. Il me l'a pas dit, il passait l'examen le même jour, on savait pas. Et tu lui as dit pourquoi t'étais là? Oui, en fait, on avait le même Ça, truc. Ah là là. Mais du coup, c'est incroyable, tu vois, on est une famille où, par rapport on discute de tout, mais on n'aime pas attirer la pitié, les trucs, la victimisation. Donc, Ouais, je l'ai non, appris comme ça. c'est important. Parfois, les parents, ils essaient de cacher. Je n'ai jamais compris ça, ça me rend fou.
Ils veulent pas inquiéter. Mais je sais, mais s'il y a un truc sur lequel on s'inquiète, c'est nos parents et nos enfants. Toi, tu diras à ton enfant, là, je vais passer un examen, c'est peut-être très grave. Ah ouais, quand même. Ah ouais ah ouais, mais moi je suis très proche. Mais après, bon, pour l'instant, les discussions, c'est plus sur pas de patrouille. Moi, il a 3 Oui. ans. Mais quand il aura l'âge et tout, je serais content de pouvoir discuter avec lui, tu vois. Mais après, je comprends aussi ceux qui ne le font pas. Mais moi, mes parents, je leur dis vraiment, si un jour, il faut me dire tout de suite. Moi, je veux savoir. Ouais. Mais toi, t'es ce truc de journaliste aussi, où tu veux savoir, t'es curieux, tu vas chercher la vérité. C'est aussi dans tes gènes, tu vois. T'imagines, il va mieux ton papa, c'est ça? Ouais, il va très bien, mon père va très bien. Oui, tout va bien. Principale question. Mais, Ouais. Mais je sais plus, c'était quoi ta question? C'est les poèmes. C'est parti On partait des de là, poèmes et putain, tu te rends compte de l'humiliation après que tu avais subi, Ouais. que la prof se Que même la santé. Et que Quand tu m'as dit, sauf la santé, et je te dis même la santé au final. Oui, on relativise. Ouais. Et d'ailleurs, petit conseil, s'il y a des gens parmi ceux qui vont regarder l'émission, qui ont des proches qui ont un cancer, le plus important, c'est qu'ils aient une motivation. Et moi, mon père, il avait la motivation de Nous trois ou rien. Parce que son cancer est tombé pendant que je faisais Nous trois ou rien. Et il voulait pas partir sans voir ce film sur les écrans. Et je sais que ça a été une de ses plus grandes motivations, ça a été ça. Tu étais en train de tourner? J'étais en écriture, j'étais en montage, en préparation, en tournage et en Ça a dû te montage. stresser, ça. Franchement, mes parents, c'est abusé, ils font tout pour pas me stresser. C'est pour ça qu'ils me disent pas aussi des trucs, parce qu'ils veulent laisser ma créativité être au maximum et ils se rendent pas compte que parfois cette créativité, elle doit pas passer après eux, en fait. Oui, mais ils n'aiment pas déranger. On a ce truc de l'immigré, de... Non, mais tout va bien, fais tes trucs, t'inquiète pas. Ils sont trop mignons, Tu franchement. nous imiteras Mickey avant la fin. Avec plaisir. Oui, Donald. T'as fait des petits boulots après. Tu dis que tu rates ton bac parce que tu rappes, etc. Ouais, ils m'ont pas laissé rien faire, en fait. Ils t'ont pas laissé... Ça, c'est intéressant. Ils m'ont dit, là, ton statut, jusqu'ici, c'était étudiant. Donc, on investit sur toi pour le futur. Tu n'es plus étudiant. Qu'est-ce que tu es? Tu peux pas être rien et rester à la maison. Et tu fais quoi, du coup, là? Alors, moi, je faisais beaucoup d'animation avant. J'ai toujours bossé avec les gamins. J'adorais ça. Donc, j'en faisais que les mercredis et vacances scolaires parce que j'étais au lycée. Et là, j'en ai fait un peu plus. Je faisais les midis aussi, les matins, etc. Et puis, je suis arrivé au stade un jour où j'avais plus de passion. Tu sais, ça commençait à devenir mécanique. Et pour moi, c'est interdit de faire un métier où tu bosses avec des gamins en étant dans un truc mécanique. Oui, je comprends. Impossible, parce que c'est trop important. Il y a trop d'enjeux dans l'éducation des enfants. Donc, j'ai arrêté et j'ai fait des tafs alimentaires qui me plaisaient pas forcément. Télémarketing. Après, j'ai eu la chance, j'ai bossé dans un hôtel, j'étais veilleur de nuit. Ça, c'était bien parce que je faisais mes textes en même temps. J'écrivais la nuit, tu vois. J'avais pas trop de responsabilités, j'étais à l'accueil. Ça, c'était cool. J'ai fait quelques tafs comme ça. Et puis, après, Jamel Comedy Club. Après, donc, voilà, théâtre de la ville d'Austin, captation. Oui, ça va être envoyé au producteur. C'est ça, c'est-à-dire que en fait, je fais du rap à l'époque et je rencontre Smaïn, un humoriste très célèbre à l'époque. Très célèbre. Ok, aujourd'hui encore, tant mieux non, alors. Je sais pas, en vrai, c'est un bon benchmark à faire. Tiens, tu connais Smaïn ou pas, Benjos? Ouais. Tu vois, c'est d'autres générations. Il était là avant Théo, Jamel. Tu connais Smaïn? Margot? Non. Tu vois, voilà. Pour moi, Smaïn, c'est très connu, mais on met une photo de Smaïn sur l'image, on l'embrasse. On l'embrasse, bien sûr. Et donc, Smaïn recherchait un rappeur pour lui écrire un sketch sur le rap, mais il voulait pas un truc cliché. Donc, je cherchais quelqu'un qui faisait un peu du rap qu'il connaissait. Moi, je le rencontre, et je suis un peu marrant, donc il me dit, écris-le-moi. J'appelle Navo, on le fait ensemble, le truc, et on voit Smaïn sur scène, on kiffe, et en le voyant, moi, je me dis, mais j'aime bien. Et ça tombe au même moment que Yacine avec le Jamel Comedy Club qui me fait découvrir, il me donne une vidéo à l'époque c'était des VHS, de Jerry Seinfeld, un célèbre humoriste américain, et là je prends une tarte. Et les deux ensemble, la proximité avec un artiste sur scène, avec du public autour, et le fait de découvrir le stand-up, je me dis j'ai envie de faire ça aussi. Mais à l'époque j'aime trop le rap. Donc je me dis pas j'arrête le rap, je fais du stand-up, je me dis je vais faire un spectacle dans lequel je fais les deux en fait. Maintenant, comment faire en termes de méthodologie? Parce que moi je connais personne dans ce milieu. Donc je me dis, il me faut une salle, je vais faire ce spectacle une fois, je vais l'enregistrer, je vais le filmer. Et dès que je rencontre quelqu'un du milieu... Tu lui donnes le CD. Ouais. J'avais des poches, pardon, j'ai niqué le micro. J'avais des 4-5 CD dans mes manteaux, avec à la sauvette, tu vois, je traînais comme ça. C'est pas Marlboro, c'était mes CD à moi. C'est véridique, hein. Donc dès que je rencontre un mec, moi je suis assistant du mec, du truc qui sert le café sur TF1. Ah ouais? Tiens, voici ma carte. Et c'était à perte, évidemment. Et un jour, ce DVD, donc je joue dans ma ville Astin, je fais venir du public gratuitement, on filme le tout. Et un jour, ce DVD se retrouve dans les mains de Kader Aoun. Qui est producteur. Voilà. Un grand producteur, d'ailleurs. Ouais, qui était à l'époque le co-auteur et le metteur en scène de Jamel.
qui a fait plein de trucs avec lui, et qui m'appelle un jour et il me dit je viens de tomber sur ton DVD. Bon, c'est très léger. Déjà, moi, il me dit ça, je suis en train de, je me rappelle, j'habitais à La Courneuve à l'époque, je montais dans le RER B avec mon ex, ma meuf, on partait faire des courses au Halles. Je vais pour monter et je vois un numéro inconnu. Salut, c'est Kader Aoun. Et je sais que ça capte pas la station d'après. Ah. Ça, c'est le coup de fil d'une vie, en fait. Ah oui. Donc, je redescends, ma meuf monte, la porte se ferme, elle comprend pas. Et je fais ça, et je fais oui. Et il me dit, oui, on a vu, j'ai vu le DVD et tout, il y a des petits trucs pas mal. Bon, c'est quand même plein de trucs assez légers, mais c'était il y a un an. J'imagine qu'entre-temps, t'as beaucoup bossé. Je dis, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu... Enfin, j'ai enchaîné les plateaux, j'avais rien fait du tout. Et il me dit, on fait la saison 2 du Jamel Comedy Club. Est-ce que tu veux venir passer un essai? Je dis, mais quand Bien sûr, je suis prêt. Il me dit, demain. Ah, waouh. Je dis, merde, demain, ça va être très, très juste. Mais je dis, je serai prêt, demain, bien sûr. Ma meuf, elle m'appelle en même temps. Ah oui, parce qu'il comprend pas. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas monté? Et je lui dis, demain. Elle m'appelle, je dis, écoute, je vais passer la nuit à travailler. Je t'explique, reviens. J'ai passé la nuit, j'ai pris toutes les maigres blagues que j'avais, je les ai assemblées un peu comme j'ai pu. Le passage était bancal de fou. Quand je le regarde aujourd'hui, j'ai envie de crever tellement que c'est nullissime. Mais je fais l'émission, en fait. Je vais pour passer l'essai. Donc, c'était le premier jour, ils n'avaient pas encore ouvert à tous les autres humoristes des nouveaux. Donc, il y avait les anciens de la troupe. Ils étaient tous là. Thomas, Fabrice, Patson, Blanche, tous, Fred, Yacine, Waïd, à son âme, Fabrice Eboué, tous. Et j'arrive et j'étais le seul nouveau. Et je fais le passage. Et il y avait 2 sessions. Il y avait genre 16h et 18h. Je passe à 16h, ça se passe trop bien. Kader, il me prend à part, il me dit, écoute, t'as un truc pour le stand-up, c'est super, bienvenue dans la troupe, ça va le faire et tout. Je suis trop heureux. Il me dit, reste quand même, travaille la session à 18h et fais un maximum de passages avec nous pour t'habituer. Je repasse à 18h. Confiance, sûr de moi. Première vanne, bide. Deuxième vanne, bide absolu. Troisième vanne, le silence de l'Himalaya. Il y avait rien. Et je te jure, j'ai eu un réflexe. Je me suis dit, ça sert à rien, je les aurais pas. Là, il y a un truc qui fait que je suis trop nul. Ça marchera pas. L'objectif, c'est pas d'être marrant. C'est de faire en sorte qu'ils ne se rappellent jamais de moi. Et je leur dis, je vais m'arrêter là, ça sert à rien d'aller plus loin. Merci à tous de m'avoir écouté. Moi, c'est Roger. Roger. Oubliez pas, je m'appelle Roger. En me disant, s'ils me revoient un jour sur un plateau, ils vont se dire, non mais Kairon, nous, il s'appelait Roger l'autre. Et je pars comme une victime comme ça. Je me mets en boule dans un coin avec une couverture et je me dis, ok, c'est donc ça l'humilité. Ok, j'ai compris. J'ai compris plus jamais cette erreur. Et j'ai plus jamais refait. Parce qu'un public fait pas l'autre. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. C'était peut-être le public, c'était peut-être moi, c'était peut-être ma posture, c'est peut-être la première phrase que j'ai dit, c'est peut-être comment je suis arrivé. Il y a tellement de choses qui jouent. C'est vrai. Ah non, c'est incroyable. C'est aussi. C'est aussi, je te jure. C'est au détail. C'est au détail. Il y a une blague que je faisais souvent. Je disais aux gens, ceux qui nanana levaient la main, ils levaient la main. Après, ils baissaient la main et je faisais une blague et c'était des applauses. Et un jour, il n'y a plus d'applaudissements. Ça rigolait un peu. Et je ne comprenais pas, je devenais fou. Et j'ai remarqué qu'avant, j'attendais qu'ils baissent la main pour faire la blague. Donc, ils rigolaient, ils applaudissaient. Et après, j'ai pris l'habitude de la faire quand ils avaient encore la main levée. Et quand tu n'as pas le réflexe de faire ça. C'était que ça, en fait. C'est à ce niveau de détail. C'est du détail. C'est de l'horlogerie suisse. Est-ce que des humoristes t'ont donné des conseils quand tu étais... des conseils que tu as utilisés, dont tu t'es servi au Jamel? Il y a un conseil que m'a donné Fabrice Eboué une fois. J'étais dans la loge avec lui et Thomas Njijol. Et Fabrice me dit, tu vois, Kairon, on se rappelle pas de toi quand tu es sur scène. T'as pas ton truc, tu vois. Lui, c'est le blédard. Dedo, c'est le hardos. Fred, c'est le chinois. Waïd, c'est le gros. Bounaïmin. Il n'était pas là à l'époque. Il n'était pas là encore. Chacun avait son personnage. C'était vraiment Street Fighter, tu vois. C'est toi qui lui as trouvé son pseudo chinois marrant. Ouais, c'est moi qui l'ai dit. Ouais. Parce qu'en fait, les gens oubliaient toujours, ils n'arrivaient pas à épeler son nom. Il y a 1000 manières d'écrire Boone, 1000 manières d'écrire Aïe, 1000 manières d'écrire Mine. Et à la fin, il faisait une blague. Quand il finissait son passage, il disait, moi, c'est Bounaïmin, éplez-le comme vous pouvez, ou un truc comme ça. Il partait. Et les gens ne pouvaient pas le retrouver. Et je lui dis, mais tu fais chinois marrant. Il me dit, mais c'est raciste et tout. Je dis, mais évidemment que c'est raciste. Qu'est-ce que tu t'en fous? Ils vont te retrouver, et une fois qu'ils t'ont retrouvé, ils savent que tu t'appelles Bounaïmin, et ensuite tu passes. C'est bon, on t'oublie chinois marrant, tu laisses derrière. C'est ce qu'il a fait, et ça a bien marché. Et donc, il me dit un truc, Fabrice, il me dit, moi à l'époque, je te parle, j'ai le crâne rasé. Hein. Il me dit, Fabrice, aujourd'hui encore, je sais pas s'il se fout de ma gueule ou pas. Hein. Il me dit, Kairon, on se rappelle pas de toi, il faut que tu aies un truc. Je dis quoi? Pour moi, Fabrice, à ce moment-là, c'est le grand, tu vois. Je regarde comme ça avec mes yeux qui brillent. Qu'est-ce que je dois faire, Fabrice? Il me dit, laisse-toi pousser une moustache.
Je dis quoi? Laisse-toi pousser une moustache. Et Thomas a fait ouais. Et je crois qu'il se foutait de ma gueule. Aujourd'hui encore, je sais pas si c'était sincère ou pas. Mais je le fais. Sur un été entier, je me laisse pousser une moustache, mais balèze. La pièce du boucher, tu vois, vraiment un truc en cuir. Vraiment balèze, pas un truc discret, vraiment balèze. Imagine, je suis crâne rasé, grandes oreilles, grand nez, et j'ai une moustache épaisse. Et je monte sur scène comme ça. C'est Borat, quoi. Mais c'est pire que Borat, parce qu'il a les cheveux, lui. Imagine que la moustache. Je monte sur scène et je dis rien, et les gens rient. Ah, c'est vrai? Je dis bonsoir, rire, Kairon, rire, comique de moustache, applause. Je n'ai jamais été aussi marrant de ma vie que ces 2 mois. Mais socialement, c'est impossible à assumer. Ouais, tu peux pas garder. J'ai rasé, mais c'est le seul conseil qu'on m'a donné. Au final, il était efficace. Est-ce que c'est cette époque de cette photo ou pas? C'était après ça, et j'ai rasé le bouc, et j'avais que la moustache en plus épais. Oh là là. Non, mais déjà, là, cette photo-là, c'est marrant, on te reconnaît plus aujourd'hui. Mais là, déjà, C'est impressionnant. Non, c'est... Il y a des photos, toi, avec la grosse moustache? Non, aucune. C'est vrai? Je rêverais d'en retrouver une. J'en ai envoyé une à Fabrice il y a très longtemps par texto. Je lui ai dit, t'as créé un monstre. Mais je n'ai plus la photo. Il y a une série sur Netflix qui s'appelle Drôle, qui a raconté l'histoire d'humoristes, etc. J'ai bien aimé, moi. Est-ce que ça se passe parfois comme ça? Ouais. Est-ce qu'il y a des pics entre humoristes? Est-ce qu'il y a des savonnages de planches? Bien sûr. En fait, c'est l'humain qui est comme ça. C'est comme dans tous les milieux. Je pense que chez les profs, à l'hôpital, dans n'importe quel domaine, c'est pareil. On est des humains avant tout et on a tous les mêmes vices, tu vois. Les 7 péchés capitaux, t'as orgueil, luxure, gourmandise, avarice, bien sûr, voilà. bien sûr. Et on est tous humains. Et c'est pas évident. Il faut juste se rappeler que quelqu'un c'est une phrase que me dit souvent mon père, quelqu'un qui cause du mal, c'est quelqu'un qui souffre avant de te causer du mal. Il faut avoir de l'empathie et essayer de... Mais bien sûr, il y a des vols de blagues, il y a des contrats qui sont pas... comment te dire, voilà, il y a un mec qui t'appelle pour un plan, en fait, c'est un bourbier, il le sait. Il y a celui qui parle mal de toi. Il y a plein de choses, mais c'est dans tous les milieux, je pense, c'est humain. T'as déjà fait une scène vraiment un bourbier où tu t'es retrouvé à jouer dans une ville, mais avec un stand à côté, je sais pas quoi? Ouais, j'ai fait une fois, c'était avec Boone, justement, et Kian. On était, je crois que c'était à Argenteuil. On jouait pour une fête à Argenteuil. C'était sur un parking. C'était une kermesse. On l'a appris en venant. C'était une kermesse. Et donc, il y avait stand merguez, stand chipot, stand, tu vois, maquillage pour les enfants, et la scène. Et nous, on montait sur scène, et on jouait. Et en face de nous, il y avait un stand saut à l'élastique. Ah oui, sur des trampolines, là, de gosses? Non, saut à l'élastique. Ok. Ça veut dire qu'il y avait la queue pour ça, et il y avait le spectacle, et nous, on jouait. Et toutes les 45-50 secondes, tu t'agitais et t'entendais ah. Et il y a un mec qui sautait. Donc tout le monde se retournait en même temps pour voir le qui saute, qu'est-ce qui se passe. Et on perdait l'attention comme ça. Et à un moment donné, il a plu. On a réussi à rameuter. Tout le monde est parti. On a réussi à rameuter du monde. Et au moment où on va reprendre, on entend une voix qui dit hey, il y a un concert de Ken Zafara. Et ils sont tous partis. Il y avait un concert de Ken Zafara un peu plus loin. On a perdu 100% de notre auditoire. C'est une des dates les plus catastrophiques de ma vie. Mais il y en a plein d'autres. On s'en souvient de ça. Non, mais on s'en bien souvient. sûr. Les catastrophes, on s'en souvient plus, Toujours. finalement. C'est l'humain, ça. On se rappelle du négatif. C'est vrai. En 2011, avec Kian Kojandi, qu'on embrasse aussi, et Navo, vous avez monté votre propre comédie club, qui s'appelle le Bordel Club. Ouais. C'était une bonne période? Ouais, c'était incroyable. C'était une époque de création. C'était un super moment parce qu'on était une génération d'humoristes qui étions vraiment marrants. Donc on était drôles et on était prêts à exploser, mais on n'avait pas encore explosé. Donc c'est pas la phase où on cherche encore des blagues. Vraiment, le public vient et revient à chaque fois parce qu'on propose de nouvelles blagues chaque semaine. Et en même temps, on n'est pas encore connus. Donc, il y a un truc un peu underground. Ah ouais, le Bordel Club, c'est là qu'il faut être. Il y avait Farid Chamek à l'époque, il y avait Sanaka, Arsène, il y en avait plein d'autres. Et c'était trop cool. Et c'est là que j'ai créé mon spectacle. Et en fait, on avait créé vraiment un espace de liberté. C'était une scène où, tu sais, les premières dates pour venir la première condition pour venir à cette scène, il fallait être un humoriste et amener 10 personnes dans le public. C'était ce niveau d'amateurisme. Si tu veux jouer, on était tellement en galère qu'il fallait ramener 10 personnes dans le public. Et au bout de 2-3 semaines, c'était blindé toutes les semaines. Et moi, j'ai créé mon spectacle là-bas. Ah, fort. Chaque semaine, je venais avec un passage différent. Et un jour, t'as divorcé à l'époque. Ouais. Et ça t'a t'étais un peu vénère et t'as été trop hard sur scène. Navo, il a la vidéo de ça, je crois. Je me rappelle parce que
c'était un espace de liberté, c'était incroyable. On était sur scène, c'est-à-dire qu'il y en a un qui jouait, on était derrière, on mangeait des chips, on le regardait, on rigolait, on se levait, on le checkait pendant son passage. On disait, oh, ça c'est pas vrai, oh, le bâtard. Vraiment, on était trop à l'aise. Et un jour, et moi je parlais beaucoup au public, j'avais déjà commencé à cette époque-là, et je plaçais les gens quand ils arrivaient. Et à un moment donné, je parle. Ouais, dans ma vie perso, c'était un peu chaotique. J'étais en plein. Parce que j'ai 2 divorces. C'était mon premier divorce. T'as divorcé 2 fois? Ouais, c'est pour ça que Parle pas trop de ta vie privée parce que t'aimes pas trop ça. Ouais, parce que ça implique des gens. C'est pas que moi, tu vois. Ça implique des gens. Et mes ex-femmes, tu vois, elles sont passées à autre chose. Oui, mais c'est vrai que t'en parles assez peu. Dis quoi? Elles sont passées à autre chose, comme si moi, je n'étais pas passé à autre chose. Mais revenez, s'il vous plaît. Non, pas du tout, non. Tout le monde va bien. Mais tu vois, elles sont passées à autre chose. C'est chiant, il y a un mec dans la presse, il parle de toi, d'anecdotes d'il y a 10 ans. Toi, t'es là, t'as fait ta vie, t'es avec ton cum, tes enfants. Ton ex, il a encore parlé de toi à la télé, tu vois. Ah ouais. Oh, flemme. C'est pour ça, Mais en gros, c'est à l'époque, on était en plein divorce et j'étais à fleur de peau. Et c'est à l'époque aussi où je commençais à improviser avec le public. Et pour savoir quelle limite ne pas dépasser, faut la dépasser une fois. Et il y a une fois où je m'étais lâché, j'avais été une grosse merde, j'étais offensif et tout sur le public. Et il y avait un blanc, un silence, tout le monde était un peu gêné. Et Navo, il fait, donc ton divorce se passe pas très bien, hein, c'est ça. Et tout le monde a rigolé, on a rattrapé. J'ai fait, wow, où est-ce que je vais là? Et j'ai compris, la limite, c'est là, en fait. Ah ouais, et je me suis canalisé comme ça. Oui, c'est comme tu tombes à vélo et il faut bien se pencher un peu trop une fois et comprendre. Exactement. Et c'est vrai, les humoristes, est-ce que tu as déjà vexé quelqu'un? Tu parles de ça. Ouais, est-ce que parfois tu fais de l'interaction avec le public? Bien sûr. Je suis déjà venu te voir et tout, c'était très drôle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois de faire une vanne et de faire une erreur? En fait, tu connais pas la personne en face. Donc, tu connais pas son seuil de tolérance. Et sa vie, la veille, tu ne sais rien. Un truc la journée. Tu sais, regarde, une fois, je suis sur un plateau, je vois un mec qui vient faire un passage sur l'esclavage. Et je vois des Renois au premier rang, morts de rire. Moi, j'étais derrière, j'observais le public parce que je devais faire des transitions. Je vois les gens devant, morts de rire. Et après, il enchaîne une blague sur les oreilles décollées. Et le Renois, il rigole plus. Parce que lui, dans sa vie, les oreilles décollées, ça le touche plus. Ça l'a touché à l'école, peut-être? On sait pas. Ah, mais qui va se dire quand il écrit « Non, la blague sur les oreilles, je l'enlève, mais celle de l'esclavage, je la garde ». Personne ne se dit ça. Tu peux pas savoir. À partir du... Moi, je pense que il faut juger les intentions dans tous les actes de chaque humain. Quelle est ton intention? Tu peux, sans faire exprès, blesser quelqu'un, mais si tu le vois... Si tu peux le formuler... Moi, si tu sais que le gars... Moi, je peux pas m'excuser sur scène, par exemple. Quand je fais une blague et que quelqu'un le prend mal, je peux pas dire « je suis désolé » parce que ça va tout gâcher. Et puis les autres vont se dire « attends, pourquoi il s'est pas excusé pour la vanne d'avant qui m'a touché ?» Mais quand je vois que je sens que physiquement quelqu'un est plus là, déjà oui, je dis « ça va ?» T'es pas avec moi, t'es content d'être là. Et là soit il me dit bof, j'aime pas cette vanne. Soit il dit non, ça va, tout va bien. Ok, je continue. Mais je l'ai récupéré. C'est ma façon de lui tendre la main, tu vois, de lui donner un fruit à ce moment-là. Est-ce que tu as une anecdote en particulier dont tu te souviens d'un échec, d'un moment où tu fais une erreur sur scène? Il y en a plein. Et franchement, c'est jamais un plaisir de vexer quelqu'un dans le public. Bah non. Mais on est obligé de tenter en espérant que ça passe. Surtout quand tu parles au public comme moi je fais. Mais j'en ai une qui est intéressante parce qu'elle est partie loin et qu'elle part de quelque chose de même pas palpable. C'est à Lille. La vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube. C'est à Lille. Je suis en train de parler au public et quelqu'un sort son téléphone. Je dis de le ranger. Nanana. Le spectacle se continue. Il ressort son téléphone un peu plus tard. Et là, je fais filmer, tu veux dire? Pour filmer ou prendre une photo. Mais je vois le téléphone et moi, comme je joue lumière allumée, ça me gêne. Parce que le gars est comme ça et pas comme ça. Donc moi, je me dis, qu'est-ce qu'il fait avec son téléphone? Il filme, il répond à quelqu'un. Il est pas avec moi, ça me saoule. Téléphone. Donc je le fais tout le temps. Je dis aux gens de ranger leur téléphone. Je vois qu'il ressort son téléphone et je fais une des vannes que je fais souvent. Excuse-moi, le téléphone, est-ce que tu peux le mettre dans ton côlon, s'il te plaît? Tout le monde rigole à cette blague. On passe à autre chose. Et je vois que le mec est hostile. Ah, tu sens qu'il est... Je le vois. Moi, je sais que je vais parler directement et je vois qu'il est vénère. Et je peux pas laisser un mec vénère comme ça parce que ça me touche. Après, tu vois que ça, en plus, non? Ouais, mais je pourrais m'en foutre, mais je me dis... Il est là avec nous, il faut qu'on soit un bloc soudé. Je veux pas qu'il aime pas sa soirée. Et donc, je lui fais, ça va, t'as l'air truc et tout. Et en gros, il est hostile, le gars, super hostile. Et d'un coup, il m'insulte. Ah non, t'as dit que... Bah, je vous ai vu qu'il est vénère, mais vaut mieux qu'il aille là où il a envie d'aller. Hein? Ferme ta gueule? Ok. Mais non. Il y a la vidéo, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais il m'insulte. De sa place? Ou de sa place. Il crie. Il m'insulte, il me dit un truc. Et avant, pendant le spectacle, il y a un mec qui avait parlé et qui me défendait. Pour un autre truc. Et je dis, c'est là que tu dois me défendre, toi. C'est maintenant que tu dois agir. Antithéiste. C'est là que tu dois intervenir. Il y a un problème, dis-moi.
contre toute attente, ce mec-là, il dit à l'autre, c'est toi ta gueule, ouais. Lui, on est venu le voir, toi on ne connaît pas, alors tu fermes ta gueule. Moi, je suis au milieu. Et donc, je suis gêné de fou, mais je peux pas. Donc là, je suis obligé d'aller plus loin. Je dis, waouh, c'est la meilleure soirée de toute ma vie. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Donc, on est tous gênés, amusés. Le mec, il s'énerve. Je lui dis, tu sais que si t'aimes pas le spectacle, tu peux partir. Hein. Il dit, ouais, je m'en vais. Il dit à sa femme, prends tes affaires, on part. Le mec part. Donc, moi, à ce moment-là, je ne sais toujours pas pourquoi elle est dans cet état-là. Est-ce que c'est la blague du colon? Est-ce que c'est celle que je vais parler? Est-ce que c'est le fait que les gens aient rigolé quand lui, il a répondu? On est vendredi soir. D'accord? Le spectacle se termine, je finis. Le lendemain, je rentre à Paris. Lundi matin, comme tu le sais, j'aime beaucoup le five. Il joue au foot beaucoup. Ouais. J'ai un match de five lundi matin. À un moment donné, je sors du terrain, je regarde mes coéquipiers jouer. Qui joue le lundi matin, c'est qu'il joue beaucoup. Ah ouais, non, parce que ouais, vraiment. Vraiment, ouais. Et donc, j'encourage mes coéquipiers et Ou tout. qui sont au Je suis là. chômage. Il y a deux possibilités. Moi, je suis très premier degré sur le five. C'est ma limite en termes d'humour. On peut rire de tout, mais pas du five. Le mec est ouf. Donc, j'encourage mes coéquipiers et tout. Et là, je sens un truc, quelqu'un me fait ça. Je me retourne. Au five? Ouais, à Paris. C'était le mec. Ouais, et là, t'as eu peur pendant Il a 2 fait secondes? Lille-Paris à 8h du mat, tout C'est vénère vrai avec des grosses veines. Oui. Il m'a dit, je veux, 1, tu mets pas la vidéo, 2, tu t'excuses. Quoi? Imagine à quel point ça l'a touché. Aujourd'hui encore, je lui dis, mais c'est quoi le problème? Il me dit, tu m'as humilié. Et aujourd'hui encore, je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu l'humilier. Moi, mon discours, c'est pas, je ne t'ai pas humilié. C'est, je suis désolé si tu l'as mal pris. Moi, je considère que tu as manqué de respect aussi. Si tu veux t'excuser pour ça, c'est ton droit. Mais je ne peux pas revenir dans le passé. Et je ne peux pas ne pas mettre la vidéo. On paye quelqu'un pour filmer. C'est un processus. À partir du moment où tu rentres dans la salle, tu t'exposes à ça. Mais on est face à une incompréhension. Mais à quel point il doit être en souffrance pour avoir mal pris un truc que personne se dit, il y a une humiliation. Mais comment il te retrouve au five? Parce que j'ai mis une story comme un débile. C'était un tournoi. Il nous manque une équipe pour demain. De 11h à 13h au five P18. Je serai habillé en rouge. Retrouvez-moi. Non, un gogol. C'est moi, je suis stupide aussi. Et t'as eu peur pendant 2 secondes? Non, parce que je suis avec mes gars, on est 60, je connais tout le monde à l'intérieur. Ouais, mais tu sais jamais, un gars qui sort. Ouais, c'est vrai que je Tu pense sais pas à jamais. ça. C'est vrai que je pense pas à ça. Je pense pas. T'as raison, Non. j'aurais dû avoir peur. Un gars comme ça, Ah, t'as raison. 3 têtes, on sait jamais. J'aurais dû avoir Attends, peur. et il avait l'air agressif? Il était plus blessé qu'agressif. Mais après, il nous a niqué le tournoi. Je te dis la vérité, il a parlé fort, tout le monde a essayé de le calmer, chacun son tour. Il nous a tué le tournoi. Mais pour moi, là je te parle, c'est incompréhensible. Moi, tu m'insultes ma mère dans les yeux, t'habites à 2 pâtés de maison, je vais pas venir te voir pour t'embrouiller. Je vais discuter avec toi pour savoir s'il y a un problème, tu vois, mais faire Lille-Paris en voiture, imagine la souffrance dans laquelle il s'est senti, tu vois. Et tu ne connais pas la vie des gens. Une fois, pareil, j'ai une prof d'allemand, à la fin d'un spectacle, en larmes. Vous en avez pas marre des amalgames Allemagne nazie? Je dis pardon? Elle me dit à un moment donné, vous avez fait une blague, vous avez fait l'accent d'un prof d'allemand et vous avez dit une phrase que dirait un nazi. Je dis, pardon, ouais, je suis désolé, c'est possible, c'était dans l'impro et tout. Et dit, nous, on en a marre, nous. Nous, les profs d'allemand, on est stigmatisés pour ça. J'étais à milieu d'imaginer que c'était un problème dans sa vie. Ouais. Tu peux pas savoir. Donc, c'est un risque que tu prends et malheureusement, à part t'excuser, dire, ah bah, je suis désolé, j'ai pas eu l'intention de blesser, tu peux rien faire de plus. Ça s'est fini comment avec le gars au final? Tu t'es excusé enfin, de l'avoir vexé ou... Je lui ai dit, c'est jamais un plaisir de blesser le public. Si tu me dis ce que j'ai dit de blessant, que je m'excuse, je le fais avec plaisir. Mais c'est une dinguerie ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu es conscient que tu as fait Lille-Paris à 8h du matin et que tu empêches 60 gars de faire un match de foot et que tu veux que je ne mette pas la vidéo? Elle sera la vidéo en ligne. Ça, c'est un fait. Il n'a pas compris, il est parti comme ça, mais après, j'ai plus de nouvelles. Donc, Ah, t'as pas eu de news? non, j'imagine que... Même quand t'as mis la vidéo et tout après? Non, j'ai pas eu de news. Putain, Il y avait quand même une personne qui commentait très négativement toute la vidéo avec le même pseudo. Ah, c'est vrai, ouais. J'imagine qu'il est pas très loin. C'est en 2011 que Canal, enfin c'est Kian et Navo, Ouais. qui vont te proposer un rôle dans la série qu'ils écrivent, qui s'appelle Bref. C'est même pas une série à l'époque. Hein. C'est une pastille, non? Non, c'est même pas ça. À la base, tu sais, c'est un petit truc qu'ils ont fait eux. C'est un petit court-métrage qu'ils ont fait parce qu'ils ont une idée marrante. Ce serait marrant un mec qui dit bref, j'ai mangé une pomme. Après j'ai coupé en 2. Ah, il y a des pépins. Bref, j'ai mangé une pomme. Donc, ils écrivent ça. Ils me font lire le premier... le pilote, en fait, c'est même pas un pilote, c'est un unitaire à la base. Et ils font jouer Baptiste Le Caplin, parce que c'est notre pote. Ouais, c'est des Ils potes. me font jouer parce que je suis leur pote. Ils font jouer Kevan, parce que c'est le frère de Navo. Maud, c'est la pote. Donc c'est vraiment un truc de... De copains. Ouais, on fait un truc qui est dispo. Et moi, ils me disent, on fait ça dimanche. Et je dis, dimanche, moi, je peux pas, j'ai un déménagement, les gars. Mon 77e.
Et il dit non, t'es relou, viens. En plus, le perso s'appelle Kairon, c'est toi. Je dis ok, bon, je viens. Mais limite, c'est moi qui leur rends service. Alors que c'est le service de ma vie qui m'ont rendu. Ah oui, au tu final. vois. Donc je viens, ça me prend 20 minutes. Je viens, je fais. Il me dit fais un geste, je le fais. Je dis serait plus marrant que ce soit un truc un peu plus hardcore pour cette blague-là. Je fais le truc. Allez, salut, bye. On se revoit 2 jours plus tard. Et ce truc-là, ils font le montage et c'est vraiment stylé. Tu vois, quand on regarde tous, on le regarde 1 fois, 2 fois, 10 fois. On se dit putain, mais c'est bien. On n'a jamais vu un truc comme ça. Harry, le producteur de Canet Navo, à l'époque, on jouait tous au théâtre de 10h. Il le montre un peu à tout le monde. Et tout le monde dit putain, c'est charmé, c'est vachement bien. On sent qu'ils ont un truc trop bien entre les mains. C'est tout. Harry, il le montre chez Canal. Et là, ils disent non, on en veut 80. Et là, ça devient une série. Putain, incroyable. Tu vois? Ça, c'est ce qui t'a fait vraiment découvrir le public. Parce que justement, au moment où on fait ça, on est en plein Bordel Club. Et au Bordel Club, je suis prêt. Ça y est, mon spectacle est prêt. À l'époque du Jamel Comedy Club, il y a des journalistes qui se déplacent pour voir les spectacles des uns et des autres. Mais moi, je suis nullissime à l'époque. Faut être lucide. Je suis pas bon sur scène. Entre Dedo et Frédéric Shaw et un tel, j'ai pas le niveau. Donc, je me fais pas remarquer. Mais à l'époque de Bref, là, mon spectacle est prêt. Là, j'ai mon style. Là, je suis percutant. Et quand les journalistes viennent, il y a un bouche à oreille qui se met en place. Et là, je remplis anormalement. Ah, c'est vrai? Anormalement. Tu vois la différence? Ah ouais, je passe... franchement, je fais des records. Que ce soit au théâtre de 10h, que ce soit à l'Européen ou à l'Alhambra, je fais des 800 personnes par soir à l'Alhambra, du mardi au samedi. Incroyable. Ouais, mais parce que Bref, c'était le truc du moment et mon spectacle était prêt. Est-ce que la génération... Vous connaissez Bref? C'est intéressant. Margot, tu connais Bref? Ouais, très bien. Théo aussi? Bon, oui, donc c'est encore dans les... Parce que ça va vite, hein. Parfois, un truc, ça a 10 ans. Ça a même plus que ça, c'était 2011. Ouais. Ah bah, t'imagines, ça fait 14 ans déjà. Enfin, Mais 13 ans. C'est un peu le premier buzz, tu vois, français. C'est venu avec Facebook. C'était encore l'époque, Bref, où tous les gens qui étaient abonnés à un groupe Facebook recevaient la notif. Après, Facebook se fait attends, on peut le monétiser, ça. Ah, c'est ça. Non. À l'époque, tu mettais un épisode de Bref, 10 minutes plus tard, il y avait 2 millions de vues. Non, mais c'était fou. Moi, je me rappelle, on attendait avec mon équipe qu'il y ait des nouveaux épisodes qui sortent. C'était n'importe quoi. Il y a eu un vrai buzz énorme dessus. Énorme. Et après, ça continue. 2012, spectacle d'impro. 2013, premier rôle au ciné dans Les Gamins avec Max Boublil et Alain Chabat. Est-ce que tu as raté un casting vraiment que tu regrettes? Raté, ça veut dire je l'ai passé et je l'ai pas eu. Oui, il y en a un. Non, où t'as pas été bon, où t'as merdé, où t'as stressé. Il y en a un que j'aurais aimé avoir. J'ai pas fait beaucoup de casting dans ma vie. Ah oui? Ouais, il y en a un que j'ai fait, c'était pour la saison 2 de 10%. Et c'était pour le rôle... Ah, j'ai oublié son prénom. C'est celui qui rachète la boîte, là. Je sais plus, j'ai vu que le début. Il y a un mec un peu qui frimeur et tout, qui rachète la boîte. Vous avez le nom? Hicham. Oh, il est fort. C'était pour le rôle d'Hicham. Et je crois qu'on était 3 en lice à la fin. On était plus que 3, j'étais dans les 3 derniers. Ils en ont pris un autre et il est super en plus dans la série. Mais celui-là, j'aurais adoré le faire. Ah mais oui, je vois très bien. Celui-là, j'aurais adoré. Ouais, il a un petit chignon, justement. Bon, ça, j'aurais pas pu le faire parce que ça connaissait avec le début de ma calvitie, mais ouais, j'aurais adoré le faire, celui-là. En 2015, tu fais ton premier film, tu réalises ton premier film, Nous trois ou rien. Là, tu as eu des super critiques pour le coup. Ouais, c'était cool. Là, c'est un vrai succès de ouf. Je me rappelle, moi, tout le monde m'en parlait. Du film de Kairon, vraiment fort. Des producteurs dans Paris me disaient vraiment, je viens d'aller sur le tournage. C'est Nicolas Plisson. Oui, que j'aime beaucoup. Des gens vraiment qui m'ont dit tiens, vraiment, c'est incroyable, ce gars, il est très fort. C'est gentil. Donc ça, c'était le rôle. C'est ta vraie histoire. Ouais, bah tu vois, c'est typiquement quelque chose dont j'ai jamais parlé sur scène, parce que c'était pas le lieu, en fait. L'histoire de mes parents, elle mérite une musique, des figurants, des acteurs, du texte, elle mérite un grand écran. Et dès qu'on m'a donné l'opportunité de faire du cinéma, j'ai dit, moi, je veux raconter cette histoire-là. Et j'aime tellement surprendre mon public. Tu vois, c'est le cas avec mon spectacle. Quand j'ai commencé à faire un spectacle en totale interaction, il n'y en avait pas. Ça a un peu désarçonné tout le monde. Quand Storytelling, le projet que je sors en ce moment, ça n'existe pas en stand-up et en plateau, ces trucs-là. Ouais, bien sûr, et pareil, avec Nous trois ou rien, je fais une proposition. On m'attend pas là-dedans. Kairon de Bref, tu l'attends pas à écrire une histoire touchante sur sa famille, sur fond de révolution iranienne. Ouais, complètement. Il y avait Leïla Bekti dedans. Ouais. Qui joue le rôle de ta maman d'ailleurs. Ouais. Tes parents, ils ont suivi un peu le tournage, ils ont donné leur avis. Mais plus que ça. C'était impossible pour moi de faire ce film-là sans eux. Tu sais que même que c'est... Plus tu grandis avec le temps, pas moins t'as des trucs à raconter à tes parents, c'est pas ça. Mais forcément, c'est aussi le propre de l'humain. C'est que les vies s'éloignent et t'as d'autres sujets et... T'as moins de sujets dont tu peux parler avec tes parents. Bien sûr. Nous, ça nous a unifiés. On était déjà unis, mais genre pendant 2 ans, on ne parlait que de Nous trois ou rien. Ils me racontaient des anecdotes. Pour écrire le film, déjà, je les ai interviewés.
Donc j'ai moi-même appris des choses et des trucs un peu gênants. Mon père, il a fait de la prison 7 ans et demi. J'avais jamais osé lui demander, tu sais, l'imagerie des prisons que tu as en France. Tu vois des trucs, tu vois des viols, tu vois des trucs en prison et tout. J'avais jamais osé lui demander. Et là, pour le film, je lui ai dit, je ne le regardais pas. J'ai papa, est-ce que, tu sais, parfois dans les films, tu vois des gens qui forcent d'autres à... Ils comprenaient pas. Et je dis, papa, il y a eu des trucs sexuels. Il me dit, mais ça va pas ou quoi? Pas du tout. Il me dit, mais nous, c'était une prison politique, c'était une prison, il y avait des journalistes dedans, il y avait des juges, des avocats, des intellectuels. Nous, on faisait des concours de poésie dans la prison, tu vois, des trucs comme ça et tout. Et il disait, non, par contre, les tortures étaient dures. Il m'a décrit les tortures, c'est difficile de retranscrire. Et tu vois, mais il te frappait avec quoi, papa? Avec un... Ah, waouh. Ok, je note. Et c'était difficile, mais moi, je dois être dans la vérité aussi, tu vois. Donc, je dois passer par ce chemin-là. Donc, je les ai interviewés tous les deux. Ensuite, l'équipe technique, ils n'ont jamais mis les pieds en Iran. Ils ne savent pas à quoi ressemblait ce dont parlaient mes parents. Donc, on a fait des grandes réunions où tu as 15 personnes autour de la table. Et le chef d'éco, il dit, excusez-moi, ça ressemblait plus à ça ou à ça? Et non, plus à ça. Ok, on va partir dans cette direction-là, très bien. Quand Kairon écrit tag graffiti, c'était quel genre de graffiti? On montre 10 graffitis, celui-là, ok. Les ceintures, c'était ces ceintures-là ou pas? Ah oui, c'est du détail Ah oui, c'est historique. du détail. Donc le film, il est vraiment, il est entier. Vous avez tourné où pour avoir des images On a tourné à Casablanca, au Maroc. Franchement, j'ai fait 3-4 villes au Maroc. J'ai été aussi à Kaïden, là où il y a les montagnes. C'est une belle terre de cinéma, le Maroc. Et du coup, donc, ils ont participé à la création du film. Ils sont venus sur le tournage aussi. Là où mon père me fait cette blague incroyable, où tu sais, il y a une scène où je suis au mitard. Je me fais défoncer mon père, du coup, il se fait défoncer pendant une nuit entière. Et donc, ils me maquillent. Ils me mettent une grosse barbe et ils me mettent des problèmes. Enfin, ils me font des points de suture, des bleus. Oui, ils t'abîment, quoi. Ils m'abîment vraiment. Et mon père, il vient sur le tournage. Et je fais, papa, ça fait 3 heures que je suis là. Il dit, 3 heures pour faire ça? Waouh! Moi, il me le faisait en 2 minutes. Et après, ils ont vu le film quand il est sorti. Tu vas recevoir la médaille de chevalier des arts et des lettres. Je l'ai reçu. J'ai pas été. Pourquoi? T'es pas allé la chercher? Non, je sais pas. J'ai du mal avec les récompenses. C'est vrai? Ouais, je te jure. Peut-être je suis con. Mes parents, ils me détestent sur ça parce qu'eux, ils adorent. La seule fois où j'ai été, c'était pour la Légion d'honneur de mon père. Il a eu la Légion. Il a la Légion d'honneur et du coup, il voulait que je parle. Donc, il m'a pris au piège. Donc, du coup, j'ai été faire un discours. Ah, waouh. Ouais. Mais sinon, non, pour moi, même, tu sais, j'ai reçu des prix pour nous 3 Oriens, des prix d'interprétation au Festival de Tokyo et tout. J'ai pas été les chercher. J'ai du mal avec. Ah, ça, ouais, c'est vrai? Ouais, je suis gêné. Si le public aime, c'est bien, ça me va. En 2017, après 2 ans plus tard, il y a un compte YouTube qui dénonce dans les vidéos des humoristes français, je sais pas si vous vous en rappelez, mais voilà, qui volait les vannes pour dire tiens, il a volé une vanne à un Américain, etc. Le compte s'appelle Copy Comique. Ouais. Et il y a beaucoup de regards qui se tournent vers toi. Ouais. Comme quoi, c'est toi, machin, on voit sur Twitter, etc. Machin. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais tellement le savoir. Tu sais que c'est intéressant parce que un jour, de nulle part, on me pointe du doigt. C'est 2-3 personnes. J'ai pas envie de les citer pour pas qu'il y ait de problème de diffamation, etc. Mais Internet se souvient. 2-3 personnes qui disent Kairon, on sait que c'est toi. Et c'est Baptiste Le Caplin, ton assistant d'ailleurs. Comme c'est cool, ils m'ont mis Big Boss dans le truc. Donc c'est Baptiste Le Caplin et Kairon, c'est vous deux. Et donc Baptiste et moi, ce qui est marrant, c'est qu'on s'était embrouillés pour une connerie 2-3 ans plus tôt. Donc Baptiste m'appelle, je décroche, et je rigole, il dit bon bah apparemment c'est nous. Je dis comment tu vas? On s'était pas parlé depuis des années, tu vois. Et donc on attend, on est là comme tout le monde, on attend les preuves. Les preuves devaient venir le lendemain, elles sont jamais venues. J'attends encore les preuves. C'est vrai? Mais vraiment. Et la personne en question qui a lancé un peu tout ça, une des personnes qui a lancé tout ça, j'ai des discussions Twitter où je lui ai dit mais tu te rends compte que tu viens de me marbrer devant tout le monde sur Twitter et demain, tu n'auras aucune preuve, tu vas t'afficher sur Twitter pour les 10 années à venir. Il m'a dit demain, s'il n'y a pas les preuves, je fais le tour des plateaux et je m'excuse. Cette personne est portée disparue. C'est vrai? Ouais, on n'a pas de nouvelles. Et t'as jamais su qui c'était? Alors, je vais être très honnête avec toi. Moi, je vais parler à Copy Comique. Sur le compte, tu veux dire? T'as parlé au gars? Sur Twitter, en fait, au moment où sortent des vidéos Copy Comique, moi, je suis en promo de mon spectacle. Ah, donc les gens pensent que c'est toi pour faire la promo? Non, pas tout. Donc, on me pose des questions sur Copy Comique. T'imagines, toi, t'es journaliste, tu fais de la promo pour un truc, et il y a un choc dans le monde du journalisme. On te pose forcément la question. Ouais, bien sûr. Donc, on me demande qu'est-ce que vous pensez de Copy Comique. Et moi, très honnêtement, je dis, écoutez, dans la vie, il n'y a que la personne qui a fait la même blague qui sait si elle l'a volée ou pas. Parfois, tu fais la même blague qu'un humoriste, mais mot pour mot, mais tu as vraiment juste pensé en même temps parce que vous avez la même vie, vous venez d'être parents tous les deux,
où vous avez tous les deux Oui. été passer un contrôle technique sur votre voiture. Voilà. Et parfois, c'est une blague un peu éloignée, personne sait, mais toi, tu sais que tu l'as pompé. Donc, évidemment, moi, je trouve que Copy Comique, c'est bien. Ça met un garde-fou, ça met une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, et on se dit, maintenant, il faut vérifier à 2 fois avant de faire une blague. Mais je suis un des rares qui a soutenu Copy Comique à l'époque. Donc moi, je le fais naturellement et je passe à autre chose. Et il y a des gens qui n'ont pas aimé que j'ai ce postulat-là. Voilà. Et donc, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, on pense que c'est moi. Mais moi, quand ça sort, je tombe des nues. Donc, face à cette prise de position dans l'émission, Copy Comique me contacte et me remercie. Me dit, c'est rare les humoristes qui ont pris position, qui m'ont soutenu. Il y a lui, il y a toi et tout. Je dis, bah, pas de problème, etc. Quelques temps plus tard, il me contacte. Il me dit, vu que toi, tu as l'air de bonne foi, je veux que tu saches que tu as des blagues en commun avec tel et tel artiste. Est-ce que tu peux me prouver que tu avais que tu as l'antériorité de la blague? Et moi, sans lui dire, lui, il a volé, c'est sûr, il m'a volé. Je lui dis même pas ça. Je lui dis juste, tiens, moi, c'est simple. Ma blague, elle est au Jamel Comedy Club saison 2. Elle est filmée. Quand la tête que tu as montrée quand je suis en kebabier, là. Ouais. À cette époque-là, il y a la vanne, elle est là. Et l'autre vanne, elle est sur YouTube depuis 7 piges. Tu peux la prendre. Et ça s'arrête là. Ensuite, sort la vidéo, etc. Et Une vidéo sur toi? pas que de sur Copy moi. Comique, non. C'était un medley. Il y avait plusieurs Je me artistes. rappelle plus très bien. Il y avait un medley, mais moi, je suis du bon côté, en tout cas, du Copy Comique. Le gars t'écrit, il te dit, je veux que tu me prouves. C'était quand même... Il me laisse une chance. Ouais. Moi, je le prends bien. C'est une chance parce que... Bah, je sais pas si tout le monde a eu cette chance. Moi, je l'ai en tout cas parce que j'ai, entre guillemets, j'ai prouvé ma bonne foi avant. Tu vois, j'ai prouvé que j'étais pas contre lui. Et donc, il a vu que j'avais l'antériorité sur ces blagues-là. Et ensuite, donc, quelques temps plus tard, quand il y a eu une autre histoire où on a essayé de me mettre dans une polémique qui part de Copy Comique, mais les gens ne le savent pas forcément, il m'a écrit en me disant « Je suis désolé, je sais qu'à cause de moi, tu as des problèmes. » Et etc. J'ai dit « Oui, mais c'est pas ta faute. Voilà, on passe à autre chose. » Et il me dit « Quand tout ça sera fini, ça me ferait plaisir qu'on aille boire un café ensemble. » Je lui ai dit « Jamais de la vie. » Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Donc, je n'ai pas à mentir. Quand on me demande est-ce que tu sais qui est Copy Comique, je te regarde dans les yeux et je te dis je ne sais pas qui c'est Copy Comique. Si je te rencontre, je saurai qui tu es. Et moi, je suis pas mon daron. Moi, tu me fais ça, je balance direct. J'ai aucun courage. Donc, je vais te balancer, tu vas être en danger. Donc, aujourd'hui encore, je te jure, je ne sais pas qui est Copy Comique. Incroyable. Je Et te le personne jure. ne sait dans le milieu de l'humour? Ah, je sais pas du tout. Moi, les autres, je sais pas qui est en contact avec lui. Moi, je ne sais pas qui est Copy Comique. Je lui ai parlé, je connais sa voix. Mais, bon? Ouais, je connais sa voix. Donc c'est pas quelqu'un de connu? Moi, je pense pas, non, franchement, non. Après, moi, j'ai pas une mémoire incroyable, je connais pas tout le monde. Comment tu as eu sa voix? Tu es au téléphone? Bien sûr, je lui dis appelle-moi, c'est quoi cette histoire de voler des vannes, des trucs et tout, comment ça? Donc, je l'ai au téléphone et après, j'ai envoyé les antériorités, tu vois, les Bah vidéos. arrête, c'est incroyable. Mais je te jure. Et le gars, il t'a pas un numéro caché? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, je te jure. Ah, mais c'est- Ah non, mais je veux rien savoir de lui. Et d'ailleurs, c'est marrant. Et des gars, ils sont chauds, quoi. Mais t'as vu tout ce qu'il risque? Ça a été loin et pour lui, hein. Ça a été très très loin. Il n'y a pas eu de plainte de police et tout pour débusquer? Non, parce que c'était... Police. Non, j'en sais rien, il y a des mecs qui auraient pu porter plainte pour diffamation. Je sais pas, tu vois. Par rapport à ces vidéos. Ouais. Mais je crois que en fait, moi, de mon souvenir, parce que moi, j'avais demandé, ça je me rappelle, j'avais demandé si lui, il croyait qu'un tel était coupable ou pas, et il me disait, moi, je mets toujours la phrase, d'après vous, c'est quoi? Vol ou coïncidence, un truc comme ça. Plagiat ou coïncidence? Comme ça, chacun se fait son propre avis. Ah oui, oui. Et tu sais qu'il y a des vannes que moi, je vois dans le truc Copy Comique, et je me dis, non, mais ça, c'est pas du plagiat, ça. Et si ça avait été moi, crois-moi qu'il y aurait eu plus de vidéos. Parce qu'il y en a, ils abusent. Ça, c'est- Ah, il y en a, ils abusent c'est vrai. vraiment. Ah, Mais ouais. en fait, en vrai, tout le monde, au début, quand tu commences un métier, tu t'inspires de mecs. Bien sûr. Mais là, c'est pas que des mecs qui débutent, c'est ça? Ben en fait, chacun se fait son opinion. Je te dis, moi, il y a des vannes que j'ai vues dans des vidéos de Copy Comique où je me dis, là, je suis sûr qu'ils ont eu la même réflexion au même moment. Je le sais parce que c'est une vanne que j'aurais pu faire aussi. Tu vois, c'est une vanne qui touche ton quotidien. Et là, par contre, oh, celle-là, elle a alambiqué. Celle-là, tu la sors de très loin. Tu peux pas me dire que tu connaissais pas cet humoriste-là. Tu vois, Ouais, je comprends. c'est vraiment propre à chacun de. Toi, t'as déjà volé des vannes? T'as déjà vu des Bien mecs? sûr. C'est vrai? Ah ouais? J'ai une liste. Non, c'est vrai? Mais bien sûr. Incroyable. Parce qu'en plus, moi, ce que je fais, c'est du, je vais mal le dire, du crowd work. C'est-à-dire parler au public. Ok. Je fais beaucoup ça. Et donc, dans ma discipline, ce que j'aime le plus, c'est trouver des réparties qui suffisent direct. Ça veut dire, t'es assis comme ça, j'ai une vanne. Mais si tu décroises ta jambe et que tu te mets comme ça, j'ai une autre vanne. Si t'arrives avant ta meuf, j'ai une vanne. Si elle arrive avant toi, j'ai une vanne.
Si pendant que je parle, vous faites ça, j'ai une vanne. Si vous rigolez en même temps, j'ai une vanne. Toutes les situations, j'ai de trouver un truc que je peux dire et qui fait mouche direct. Donc ça, c'est du pain béni pour quelqu'un qui veut voler. Parce que il y a tellement de répliques que j'ai vues à droite à gauche. Ah ouais, c'est vrai. Et bien sûr. T'as jamais appelé quelqu'un en lui disant, gars, ça Si, va une fois, je l'ai fait récemment, là, justement. Parce que c'était abusé. C'était vraiment abusé. Je te la fais courte, mais imagine, t'as un sketch de 7 minutes qui commence par l'autre jour, je vais au marché, et ça finit par en tout cas, c'est pas des asperges. D'accord? Imagine, c'est pas ça du tout. Hein. T'as 7 minutes comme ça. Et je vois quelqu'un qui fait, je vais dans un supermarché et j'achète des asperges. Qui me nique, qui fait mal en plus, le truc. Et j'ai envoyé un message en disant, tu peux pas me dire que tu sais pas que je fais cette blague-là, parce que c'est mon classique. C'est ma plus grosse vanne de spectacle, cette blague-là, ce concept-là. Et la personne me dit, oh, ben moi, je l'ai vu plein de fois, plein de gens le faire. Je dis, oui, il y a plein de gens qui me l'ont volé, qui savent. Mais toi, quand tu le fais, tu sais que c'est pas de toi. Ça n'existe pas. J'ai vu des gens la faire, donc je la fais. Ouais, Il n'y a pas de domaine public, en fait. Ça appartient à quelqu'un. Si c'est pas toi qui l'as inventé, juste tu le fais pas. Enfin, moi aussi, je vois plein de gens voler plein de blagues, mais je me permets pas de les faire. Ou tu le fais dans ta chambre au début pour t'entraîner. Tu gagnes pas de l'argent avec. Non, tu voilà, quand t'es un médiatises jeune pas. humoriste, tu Bah oui. t'entraînes devant ta glace. Si tu veux, mais moi, il y a des gens qui viennent me voir en spectacle et ils me disent, oh, la blague de l'asperge, c'est un tel qui l'a fait. Je dis, non, les gars, c'est pas possible. On peut pas, moi, me taxer de m'autoplagier, en fait. Ouais, mais ça doit être énervant. C'est trop dur. Ça doit être énervant. Ah ouais. En plus, ils la font mal, tu sais. Ils squeezent tout le truc du milieu qui fait que c'est marrant, la chute. En 2018, tu réalises ton deuxième film qui s'appelle Mauvaises Herbes. Il y a Catherine Deneuve dedans. Film toujours très bien reçu, gros succès. Ouais. Comment tu fais pour convaincre Catherine Deneuve? Mais franchement, simplement, scénario. Il y a un truc que je fais, et je conseille à tous les auteurs de le faire, en toute humilité. Hein. Quand j'ai fini d'écrire mon scénario, que je le trouve prêt, je le relis en me mettant à la place de chaque rôle. J'ai plus de vision d'ensemble. Je me dis, là, je suis lui, c'est tout. Là, je suis pas dans cette scène, je suis pas dedans. Là, je suis là, ok. Oh, cette scène, elle est un peu nulle pour moi. J'ai rien à défendre. Ok, je me rajoute un truc. Je continue. Et en fait, ce qui fait que le point commun dans tous mes films, c'est que c'est quand même des histoires un peu collégiales. Mais du coup, je me dis, moi, si on me propose ce rôle-là, j'ai quand même un intérêt à le jouer. Ouais, c'est pas con. Voilà, et c'est ce que j'ai fait pour tous les rôles. Et donc, Catherine Deneuve, elle a un rôle avec une palette dans Mauvaises Herbes, une palette de jeux où il y a des vannes, il y a de l'émotion, il y a de la colère. C'est un beau portrait de femme, c'est une femme touchante. Et donc, elle a eu envie de le jouer. Là, la notoriété vraiment est très forte. Avec tout ça, tu as fait plein de projets, etc. Tu as des gens qui viennent te voir, les films, les spectacles, tout marche. Est-ce qu'à un moment donné, tu prends un peu la grosse tête? Est-ce qu'à un moment donné, tu deviens un peu plus désagréable, moins patient? Putain, j'aimerais te répondre oui, parce que je déteste la flagornerie et dire je suis toujours parfait et tout. Mais j'ai pas l'impression qu'avoir la grosse tête, ça fait partie de mes valeurs. Mais on va aller plus loin. Même sans être connu, il m'est arrivé d'être comment on appelle ça? Psychorigide. Tu vois? Tu sais en plus. Je peux raconter? Vas-y, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était en quelle année? Je sais pas, entre 2015 et 2018, je dirais. Non, en 2014. 2014. Peut-être. 2014. 2014-2015. On m'invite à un loup-garou chez toi. Oui. Tu t'organises un loup-garou. J'arrive et il faut savoir que dans tout ce que je fais, je le fais avec sérieux. Tu vois, on parle de five, c'est sérieux. Dans mes five, il y a des gardiens, il y a des remplaçants, il y a tel ballon, les horaires, c'est Ah ouais, carré. C'est carré. Voilà. Et donc, quand je joue au loup, c'est carré aussi. C'est pas un espace jovial. On n'est pas là pour rigoler. Tu vois, le loup, c'est le seul moment où je peux être un enculé dans la vie. C'est au loup-garou. Parce que dans la vie, je peux pas trahir. Au loup, c'est... Oui, le J'ai loup, une carte pour Ouais, être une c'est grosse ça. merde. Donc j'arrive au loup chez toi. Et là, il faut que je m'excuse solennellement Vas-y. auprès de Seb Lafrite, auprès de moi tous les noms. J'ai la situation aussi. Non, il y avait Elle était pas là. Maxence. Maxence, pardon Maxence. Il y avait Oli de Big Flo. Pardon Oli, pardon tout le monde. Je sais plus trop. Et moi, je suis arrivé Il y premier avait degré. Kinvé, je me rappelle, j'ai mal parlé, le pauvre. Imaginez les gens, un salon. On était 20-25 chez moi. Une grosse partie de Loup-garou. Il y a une partie du salon où les gens sont en cercle. Donc nous, on est là. Et moi, je faisais maître du jeu, je crois, sur la première. C'est ça. C'est ça. La nuit tombe. Il arrive, il connaît personne. Hein. Je connais personne. Il dit bonjour. Voilà. Et encore, bonjour. Et encore. Je l'ai joué. Alors, mais c'est un malade mental. Un malade, un animal. Et de l'autre côté du salon, il y a de la musique, il y a des gens qui boivent des verres et tout. Et moi, je suis là. La nuit. Parce que quand j'ai dit la nuit tombe,
Vous êtes bête ou vous n'avez pas compris? Un mec, mais un fou. Un fou. Comment tu parles comme ça chez les gens? C'est vrai que t'étais assez rigide. Premier degré. Ah ouais. Non, Il je me arrive, suis calmé il depuis. connaît personne, il y a 25 personnes. Il arrive chez quelqu'un, et moi, il dit hey, vous m'écoutez? Le premier qui parle, je le dégage là. Et là, d'un coup, tout le monde le regarde, mais il rigole pas. Et il voit qu'il rigole pas. C'est en 2 temps. Et là, il y a tout le monde qui fait comme ça, qui dit Je me suis calmé sur ça. Et il y avait ta copine de l'époque qui arrive, Ah ouais? rappelle? Non, même pas. Et en fait, ma femme, ça l'a marqué, on en a reparlé il y a pas longtemps et tout. Ta femme, elle avait hyper faim. Et en fait, du coup, elle se met sur le J'ai envie côté. de mourir, Elle se met sur le j'ai envie de côté. Nous, on est 20 à jouer. Elle se met sur le côté, elle connaît personne et tout. Et ma femme va la voir, elle dit ah tiens, t'as faim, tu veux un verre, tu veux quelque chose et tout, parce qu'on n'aime pas nous quand quelqu'un qui reste toute seule et tout. Et dit ah bah je veux bien, ouais j'ai très faim, j'ai pas mangé, il devait être 22h30. Hein. Écoute, Un monstre. attends, elle prend une chips et elle mange la chips. Il s'arrête de parler, il dit ça va, on te dérange pas là. Alors la nuit J'ai si tombe. honte, j'ai chaud. J'ai si honte. Mais pour moi, quand on dit la nuit tombe, c'est sacré. C'est qui a respiré? Qui a envie encore? Pourquoi? Je deviens fou. Je suis un autre homme. Ça va, on te dérange pas là? Merci. Alors, la nuit tombe, et tu l'as regardée comme ça, elle a reposé la chips, gars. Je suis une Je me merde. rappelle sur le- Je suis une merde. J'ai changé. Sur ça, j'ai vraiment changé. Et pardon à tous les gens que j'ai traumatisés. Mais c'est que sur le loup-garou. Le garou, mais Franchement. ça, Mais j'ai changé de fou sur ça parce que je me suis remis en question. J'ai perdu trop d'amis. c'est vrai. Mais sur des. T'es l'ascenseur, t'es pas l'ascenseur. Non, j'ai pas trop d'amis, c'est ce genre de phrase. Non, c'est honteux vraiment d'être comme ça. Après, c'est carré, c'est ta qualité aussi. C'est-à-dire que ça permet de, quand tu fais un film, c'est bien. Ouais, voilà, mais quand tu fais un film, voilà. Mais en fait, maintenant, j'ai appris à le faire dans le taf et avec douceur. Tu vois, j'ai appris à le faire avec On douceur. apprend, Voilà, en fait, on apprend, exactement. On apprend. Là, à cette époque-là, j'étais psychorigide. Non, les règles, c'est les règles. Ah, un animal, tu vois. Attends, c'est trop. Et t'as vu ta manière de manager, parce que la réalisation, quand t'es réalisateur ou producteur, c'est du management. Bien sûr. En réalité, tu l'as vu évoluer avec tes projets après, justement apprendre d'un projet pour pas refaire la même erreur sur un autre film, etc. Complètement. Et maintenant, je mets des interlocuteurs. Ce que je faisais pas forcément avant. Maintenant, je serais avec mes parents, par exemple. Et tu vois, sur e-storytelling, on dissocie complètement l'artistique du financier. Tout ce qui est artistique, c'est moi qui gère. Par exemple, avec les artistes, les humoristes sur scène ou même au cinéma, tout ce qui est artistique, c'est moi qui vais m'impliquer. Et je sais que je vais le faire avec douceur et bienveillance. Et à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Mais je rentre plus dans aucun problème de mon contrat, mon truc tel jour. Vois ça avec la personne concernée. Donc le fait de compartimenter, ça aide aussi à garder des rapports plus sains. Parce que c'est pas facile, en vrai, d'être le décideur. Tu le sais, quel que soit le projet, c'est trop facile d'être détesté ou de commettre des erreurs quand tu es le décideur. Mais tu as tout le poids aussi à porter. Et puis tu as une vision globale. Chacun pense à son intérêt perso, mais aucun n'a forcément l'intérêt global de l'entreprise ou Oui, bien sûr, du bateau en tête. Et toi, tu sais que si je te fais plaisir sur ça, je vais devoir gérer l'autre derrière, ça va être une galère. Et si je te fais plaisir sur ça, je me mets en galère avec l'autre derrière. Donc parfois, tu es obligé de trancher et là, maintenant, je compartimente. Ouais, c'est ça, tu mets des gens aussi entre toi et les autres. Complètement. En 2020, pendant le confinement, Ouais. t'as publié un mème sur une blague sur une femme juive. Ouais. La blague passe pas du tout. Ouais. Je reprends vraiment tous les éléments de T'as ta raison, vie. il faut. Là, mais pour comprendre, etc. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, il faut savoir qu'on est en plein confinement. C'est une première historique. 2020, Les pays ferment. Cette phrase est folle. Les pays ferment. Donc, on est tous chez nous, comme ça, on attend. Et Internet, enfin, les réseaux, il y a eu un pic. Il y a un pic. Voilà. Et donc, moi, avec mon community manager, on mettait tout le temps des blagues d'humour noir par rapport à mon public. Tu vois, mon public adore l'humour noir, j'adore ça aussi. Et on balance. Et là, on se lâche pendant le confinement. On envoie. Parce que ça fait des records d'audience. Et donc, je me rappelle, on avait mis un enchaînement. On avait mis une blague sur un Asiatique et le coronavirus. Gratuit. Vraiment gratuité totale. Juste après, un petit enfant renois avec un gros ventre qui faisait comme ça. Il y avait écrit « Si, la famine ». Juste après, on avait mis 10 meufs en surpoids, en obésité pondérale, surcharge morbide, qui avaient toutes le pied en l'air comme ça, et l'image d'en bas, c'était une maison penchée. Voilà. Et l'image d'après, c'est une blague que tu veux parler, mais tu rigoles. Franchement, c'est hilarant. Je suis désolé, c'est hilarant. C'est pas méchant. L'intention n'est pas de blesser. Non, mais en fait. Ma mère, elle était grosse à l'époque. On s'en fout, tu vois, mais on s'en fout, tu vois. C'est-à-dire que. Non, je sais, Et mais s'il y avait une maintenant- blague sur les moustachus, je l'aurais mise pour moi. J'ai l'impression qu'on peut faire ça maintenant que sur la scène. J'ai l'impression C'est le qu'on peut- seul endroit. Parce que quand je suis venu te voir, quand je vais voir des Complètement, humoristes, j'entends des complètement. vannes, je me dis, mais jamais ça passe à C'est la télé. fini, c'est fini. Le pouvoir de nuisance aujourd'hui, il est trop fort. Mais donc, en gros, et l'image d'après, c'est une blague qui circule depuis les années 80 que je connaissais quand j'étais au collège. Il y avait écrit « J'avais rencard avec une juive,
elle m'a demandé mon numéro. Je lui ai dit que nous, on avait des noms. La vanne, elle est hilarante. Patrick Stimsit, il l'a fait sur scène. Les gens sont morts de rire. Moi, à ce moment-là, comme j'ai pas une once d'antisémitisme, de racisme, de misogynie, de grossophobie, de transphobie, de ce que tu veux, moi, je déteste tout le monde pareil, d'accord? Donc, c'est une blague que je fais sur scène, mais c'est pour dire... un pays qui a été Non, mais compliqué. c'est pour dire que je ne ça, jugerai ouais. jamais quelqu'un sur un de ces détails-là. Si j'ai un avis sur toi, c'est après qu'on ait parlé, tu vois. Mais je peux pas être anti quelque chose, ça n'existe pas. Même un mec qui a des opinions complètement différentes des miennes, je vais essayer de trouver un point d'accroche pour qu'on ait un lien. Ouais, bien sûr. Tu vois, je ne peux pas juger quelqu'un sur t'es juif, t'es musulman, t'es gros, t'es noir. Dans mon univers, ça n'existe pas. Donc comme je sais que je suis pas antisémite une seule seconde, je suis pas grossophobe, je suis pas asiophobe, asiatophobe, on dit. Je sais pas. Il leur faut un nom. Ils ont pas assez encore de percer les Asiates sur ça. Tu vois. Et donc on met la vanne comme les autres. Et il se passe un truc. C'est que quelques minutes après, je reçois des messages. Kéron, t'es vraiment un gros lâche. Quand c'est pour vanner un tel, telle communauté, t'es là. Mais quand c'est sur les juifs, t'es pas là. Je dis, comment ça? De quoi vous parlez? J'appelle mon community manager. Il me dit, ouais, il y a eu quelques retours négatifs. Je dis, enlevez la vanne. Je dis, mais si t'enlèves la vanne, ça veut dire que j'ai un truc à me reprocher. Pour moi, les juifs, c'est des humains comme les autres, en fait. Donc, et il y a énormément de juifs qui viennent à mes spectacles et qui rigolent à ces blagues. Et j'ai reçu des vannes qui m'ont dit, elle est hilarante, etc. Plein de messages pour me dire, cette blague est superbe. Donc, moi, je veux pas qu'on pense que j'ai un problème avec quelconque communauté. Donc, je dis, c'est pas bien, il faut pas faire ça. Et en fait, il faut que tu remontes à Copy Comique pour comprendre ce qui s'est passé. Mon attaché de presse m'appelle et me dit, Kéron, il se passe un truc bizarre. Il y a les avocats de telle personne, de 2-3 personnes qui ont été ciblées par Copy Comique, qui m'en veulent, qui ont appelé des grosses associations anti-racisme pour leur dire regardez ce que Kéron... Mais dans les 5 minutes, hein, regardez ce que Kéron a fait, il faut porter plainte. Ils ont dit mais Kéron, on l'adore, on sait que c'est pas un raciste, moi jamais porté plainte. Mais du coup, c'est revenu à mes oreilles. Il y a eu tout un processus qui s'est mis en place, des appels à mon agent. Si Kéron reste dans cette boîte, on ne travaillerait plus avec vous. Même des personnes, je vais rien dire pour pas qu'on sache qui c'est, mais des personnes qui ont mis cette blague-là en repostant, en disant c'est lamentable, que j'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, je les ai recroisés, je leur ai dit pourquoi t'as fait ça? Ils m'ont dit c'est parce qu'un tel m'a mis la pression pour que je le fasse. Je voulais pas le faire, mais j'étais obligé. Et donc il y a un truc qui s'est mis en place. Et je suis pas la victime, hein. Je suis pas en train de dire il y a un complot, il y a un truc et tout. C'est la vie, ça arrive. Il y a un truc qui s'est mis en place, ça a duré 2 jours, où on m'a fait passer pour un antisémite, pour une vengeance. On s'est servi, de l'antisémitisme, qui est une cause tellement noble. C'est tellement important de lutter contre ça, de la peur que pouvaient ressentir les gens par rapport à de l'antisémitisme, pour retourner ça contre moi. Bien sûr, je comprends. Et c'est tellement injuste pour moi d'abord, pour mes collaborateurs, pour mon public, et puis aussi pour les personnes qui souffrent vraiment d'antisémitisme. C'est une dinguerie de faire ça, je trouve. Ça a duré longtemps ou ça s'est estompé aussi vite que c'est arrivé? Bah, c'est comme... moi, je peux pas savoir où ça va. Moi, tous les messages, j'ai reçu, tu sais, comme demain tu fais une polémique sur les phoques, tu vas recevoir 60 personnes qui vont t'écrire pour dire que t'es une merde et que les phoques sont des animaux superbes. Et ben moi, tous les messages que j'ai reçus pendant 3 jours, j'ai répondu à chacun en privé. J'ai pas fait un truc public, j'ai dit, écoute, si t'as un problème, si t'as une question à me poser, si tu penses que je peux être raciste, parlons-en. Ouais, t'es une merde, t'as dit ça, regarde, j'ai dit ça, mais il y a ça, ça. Ok, je comprends. Et une par une, ces personnes-là, j'ai terminé la discussion en ayant la certitude qu'ils savaient que j'étais... Parce que c'est important pour moi, je veux pas qu'on puisse penser une seule seconde que je sois un mot puis qui finit par phobe. C'est impossible. Je comprends. Je vois. Et ça, je l'ai pas médiatisé, genre... Mais c'était important pour moi. Ouais, ça t'a vexé, enfin ça t'a blessé. Mais je me sens insulté qu'on puisse penser que je suis contre une communauté ou contre un groupe, quel qu'il soit. Moi, j'y crois pas au concept de groupe. Chaque humain est seul dans sa vérité. Et tu peux être lié à quelqu'un sur telle thématique, mais vous êtes complètement opposé sur une autre thématique. Tu ne peux pas soutenir quelqu'un ou ne pas le soutenir, parce que tu peux soutenir la moitié de ce qu'il fait et pas l'autre moitié. Donc, je ne peux pas accepter qu'on me mette dans ce genre de case. Oui, tu trouves du bon et du mauvais chez tout le monde. Il faut de la nuance, en fait. Il faut de la nuance. Mais il n'y a plus de nuance. Il n'y a plus de nuance aujourd'hui. Et tu vois, c'est pour ça que la scène, ça reste le seul espace de liberté. C'est que nous, on est 15, on est des mangeurs de carottes, pour nous, c'est important de manger des carottes. Et toi, tu vas faire une blague sur que les mecs qui mangent des carottes, c'est des vieux gars. Ah ouais? Eh ben nous, 15, on va se réunir et on va te pourrir ta vie. On va commenter tous tes trucs en disant vous êtes de la merde, c'est les mangeurs de carottes qui ont dit de la vérité. Et ensuite, on va faire la même chose avec tes sponsors. Et puis ton agent. Et puis ceux qui ont des contrats avec toi. Et puis sous tes vidéos.
Et puis, on va faire culpabiliser ceux qui sont d'accord avec toi. Et le pouvoir de nuisance, il est fou. Et donc, les marques, ils vont se dire, mais attends, les mangeurs de carottes, ils sont contre nous, là, on va pas se les mettre à dos quand même. Ouais, et tout le monde a un peu peur en ce moment de tout. Exactement. On est dans un truc en ce moment qui est un peu incroyable. C'est que toutes les marques ont peur, tout le monde a peur de tout, machin, ça, c'est... J'ai l'impression que tout le monde cherche la merde à tout le monde. On essaie de nous diviser. Et aujourd'hui, même si tu regardes, le concept de bad buzz, il est fou. Ça veut dire que les journalistes, avant, ils parlaient de l'actualité. Aujourd'hui, l'actualité, c'est 300 gars qui ont mal parlé, enfin, qui n'ont pas aimé une publication d'une personne. Ouais. Un tel a fait un bad buzz aujourd'hui. Vous avez vu, c'est 300 gars qui ont dit on n'est pas d'accord. Mais c'est quoi 300 gars sur 70 millions de Français et les pays francophones? C'est un épiphénomène et on le monte. C'est pour ça que les gens ne prennent plus de risques. Les artistes, c'est normal qu'ils osent plus dire pour qui ils votent, ce qu'ils pensent. Tu perds ton agent, il te quitte vraiment à ce moment-là? Ouais, il me quitte, ouais. Vous en avez reparlé depuis? Je l'ai recroisé il n'y a pas très longtemps. J'ai été le voir et je lui ai dit que ça m'avait blessé. Et j'ai été honnête avec lui. Je lui ai dit ce que j'ai ressenti. Je lui ai dit que je t'en veux pas. Je t'en veux pas parce que j'ai pas de rancune. Et j'espère qu'il est heureux et qu'il continue sa route. Et voilà. Tu fais Brutus versus César après. Ouais, 3e film. Dans tes projets. 3e film, donc il y a gros casting. Hein, Ramzy, Gérard Darmon, Ouais. Thierry Lhermitte, Pierre Richard, etc. Là, la critique est plus dure. Ouais. 1,2 sur 5 sur le Ouais. Une des pires notes. Ah, c'est vrai? Bah, je crois. Hein. Bah, quand tu t'approches de 1, c'est pas bon signe. 1, après, il n'y a rien. Ce chiffre-là, on n'est pas d'accord. Hein. Non, mais il faut être honnête. C'est quoi? Est-ce que c'est la critique qui a été dure parce que c'était des gens qui t'en voulaient? Non. Est-ce que ça a été Non, juste pas du tout. un échec? Non. Là, pour le coup, autant il y a des sujets où je te dis, cette histoire de copie comique, tu vois, par exemple, sur ce truc de la blague antisémite, c'est clairement lié à copie comique, autant là, ça n'a aucun rapport. Là, ce qui s'est passé, c'est très simple. Il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est que ce genre de film, déjà, n'est pas aimé en France. C'est-à-dire que quand tu as un film qui se fait regarder, tous les films dans ce style-là, Is No Good, Aladdin, Aladdin, tous ces films-là, à part le Astérix de Chabat, c'est le seul qui a échappé à cette critique. Ça a l'air d'être des films gros budget, tu vois, avec pléthore de stars, costumes. Et il y a un truc où si ce film-là ne passe pas, on va prendre du plaisir à le dégommer. Ce qui n'est pas le cas avec une comédie contemporaine où tu vois un gros casting et le film est nul, tu vois. Ce genre de film sacralise quand même, il y a un truc avec ça, c'est la première chose. 2, le film n'est pas réussi par rapport à ce qu'il aurait dû être. Ah, tu l'as Oui. vu? Bah, il a été remonté surtout. Ça veut dire que moi, le montage que j'ai livré, on m'a dit non. On m'a dit, on va le refaire, c'est pas assez comédie. Mais moi, je voulais pas faire un truc forcément comédie à la base. Le script que j'avais écrit, toujours dans une optique de surprendre le public, les parties dramatiques étaient vraiment dramatiques, les parties comiques étaient vraiment comiques, et les parties action étaient vraiment action. Et au final, et c'est pas comme si, je veux pas mentir en disant, ce que moi j'ai livré, c'était le film du siècle, et ils sont vraiment trop cons de l'avoir remonté, ils l'ont niqué. Non, c'est pas vrai. C'était pas incroyable non plus ce que j'ai livré. Mais ils ont choisi un axe qui me représentait moins, ils voulaient faire du Astérix en fait. Et moi, je voulais pas faire un saut Astérix, parce qu'on n'a pas le budget d'Astérix. Oui, bien sûr. Astérix, c'est 60 millions d'euros, moi j'avais 5 millions pour ce film. Tu remarqueras, il n'y a pas de chevaux dans ce film. C'est le seul film sur la Rome ou la Gaule où il n'y a pas de cheval. Les mecs se déplacent à pied. Ils font Rome, Gaule à pied, Gaule, Rome à pied. Les armures, on a récupéré les armures de Gladiator. Pas parce que c'est stylé, parce qu'on était en galère. On était en galère, tu vois. 5 millions, c'est le budget d'un film français d'un film français à budget plutôt bas. Exactement. C'est le budget que j'ai eu pour ce film. Et Ça moi, paraît énorme comme chiffre quand Oh oui. on entend ça, mais c'est pour expliquer que c'est la fourchette plutôt basse. Astérix, c'est 60 millions, voilà. Oui, c'est ça. Voilà, pour comparer. Et en fait, moi, ma première erreur, ça a été de dire, on fait quand même ce film avec ce budget-là. Parce que sur Nous trois Oriens et Mauvaises Herbes, j'avais pas eu le budget que je voulais. Et à chaque fois, j'ai dit, on le fait quand même. Sauf que je me rendais pas compte que, moi, je veux 200 manifestants dans Nous trois Oriens, j'en ai que 50. Bah, c'est pas grave, on prend une rue plus petite, plus étroite, et on voit pas la différence. Je me suis pas rendu compte que là, il fallait faire des vêtements pour tout le monde. Il y avait une autre logistique. Ça coûte une fortune. Exactement, qu'il Un fallait changement des animaux. d'époque, ça coûte une... Exactement, je ne me rendais pas compte. Et donc ça a été mon erreur. Ensuite, j'ai essayé d'aller au bout de ce projet. On a eu des galères sur le chemin et tout le monde m'a accompagné. Mais c'est mon film. J'ai écrit, j'ai réalisé, je suis le premier rôle. C'est mon échec en premier. Donc tout ce que je peux te dire sur
c'est difficile ce genre de film en France, c'est pas sorti au cinéma, tout ça c'est du vent. Le film, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il aurait dû être. Et même s'il est cool, hein, tu vois, mais il n'est pas à la hauteur. Et ça a surpris mon public qui attendait quelque chose comme Nous trois rien aux mauvaises herbes. Tu vois? Ils te l'ont dit? Est-ce que Ouais, quand bien on fait sûr. des projets moins réussis que tes 2 premiers films où vraiment la critique était magnifique, Et puis, soit t'es est-ce qu'il y en a gentil. qui t'écrivent et qui disent bah, sûr. franchement c'était moins bien? Mais non, ils me disent, mais c'était de la merde. Comment tu as C'est pu vrai faire en espaçant les lettres C, espace O, imagine la N du gars, espace M. Comment tu as pu En faire message privé, t'as des mecs frontalement qui te disent ça. Et privé, en public, bien sûr, ils s'en battent les reins, les gens. Les gens, ils ont zéro bienveillance, faut être au courant. Mais c'est la vie, c'est pas grave. T'as déjà croisé des mecs en vrai qui t'ont dit que c'était pas bien? Bien sûr. Ah mais ça doit être très difficile. Mais moi, après, pour l'ego, c'est dur. Ouais, mais après, je parle. Moi, ma hantise d'être ringard, elle est plus forte que ma hantise d'être chahuté par mon public. Le jour où ils oseront plus me dire les choses, c'est là que je serai ringard. Tu vois? Donc, je préfère qu'ils me disent celui-là. Après, sois poli, frérot. Tu vois? J'ai pas aimé, dis j'ai pas aimé. Dis pas c'est de la grosse merde. Ouais, tu vois? Et j'ai passé 2 années de ma vie pour ce film. T'as pas aimé, j'ai compris. Qu'est-ce que j'y fasse? C'est bon, je te donne l'argent, qu'est-ce que je fais? C'est bon, c'est toi. On passe à autre chose. Ah waouh. Mais c'est la vie, quoi, on peut rien faire. Après, c'est plus dur quand t'as un film comme ça qui est moins bien. Pour en faire d'autres, tu Mais en sens que fait, moi, il y a un truc, c'est intéressant parce que mes 2 premiers films ont bien marché, mais ils ont fait très peu d'entrées. Les gens ne savent pas. Il y a un truc de successful, Kairon, mais mes films ne sont pas rentables. Alors que Brutus, ça a été un carton sur Amazon. Amazon est très content de Brutus. c'est vrai. Oui, c'est-à-dire que j'ai eu des critiques négatives parce que ceux qui ont aimé, ils en parlent pas trop, mais ils m'ont demandé un 2. Tu vois? Donc, au final, celui que le public a le moins aimé, c'est celui qui a été grave rentable. Putain, c'est marrant. Et t'y es pas allé sur le 2? Non, parce que je voulais un vrai budget cette fois-ci pour pas refaire la même erreur. Et Amazon voulait pas mettre un gros budget. Donc j'ai dit non, on va pas faire 2 fois la même erreur. Par contre. Waouh. Quand tu as gagné un peu d'argent avec les films, etc., est-ce que tu as dépensé n'importe comment ou tu as été plutôt gestionnaire, gestion de bon père de famille? Regarde, moi, c'est très simple. Je pense que je peux survivre avec 30 € par mois. Mes dépenses, elles sont limitées. Je vais au Five. Je mange des fruits. Je mets une somme colossale dans les fruits. C'est-à-dire, je mange beaucoup de fruits aussi. C'est-à-dire que, C'est genre. le meilleur truc. Bah voilà. Que chez le primeur, je m'achète vraiment, c'est mon C'est plaisir. exactement ça. Quand j'étais petit, on était tellement en galère et ma mère me raconte, j'aimais tellement les fruits qu'elle faisait des détours pour esquiver le marché parce que l'odeur des fruits me rendait ouf et elle n'avait pas de quoi m'acheter des fruits. Donc là, je sais pas si c'est ce souvenir-là inconsciemment ou si c'est moi. Je vais chez le primeur et je claque, mais j'ai honte de le dire, hein, je claque des 100 € de litchi. Il y a 0 vanne dans ce que je te dis. 0 vanne. Je mange des mangues avions. Vraiment, je suis là. Tu sais, les mecs en boîte, comment ils sont, avec leurs cartes et tout. Moi, c'est avec mon primeur. J'achète des cajots de cerises. Je les explose. Je comprends. Je mets des sommes à 3 chiffres chaque semaine dans les fruits. Ah oui? 0 vanne. J'ai pas de montre. J'enlève pas mes bijoux pour venir ici. Hein. J'ai aucun signe extérieur de richesse. J'ai pas de voiture. Je m'habille éclaté. J'ai ces pompes depuis 3 piges. Voilà, Mais par contre, tes litchis, là, tu mets. j'ai des litchis avions, mec. La veille, ils étaient à La Réunion, sur l'arbre. Les gens, quand ils achètent des litchis, moi, tu sais qu'il y a pas longtemps, je connaissais pas les litchis roses. Je croyais que les litchis, leur couleur, c'était marron, en fait. Ouais. Non. En fait, c'est les vrais litchis. C'est les nuls. Les litchis de la Réunion avec. Ah là là, les Mais grappes là. Les marrons, c'est des litchis périmés, en fait. Mais- On mange des litchis éclatés depuis que je suis petit. Là, je sais, maintenant, quand j'achète, c'est rose, et il y a la grappe, il y a le Il y a bois. du jus et tout, ça n'a rien à voir. Mais le noyau, il est inexistant. Exactement. Normalement, le noyau est. Exactement. Mais c'est ça, ma vie, maintenant. C'est ça. Bien sûr. Tu sais, j'ai eu la chance d'aller à La Réunion en vacances C'est incroyable. et ils les vendent sur le bord de la route Bien à sûr. 2 €. Bien sûr. Tu donnes 2 € au gars, il te file des grappes énormes et tout, c'était mon bonheur. Et tu sais qu'ils n'ont pas le même goût en fonction de l'île. Non, mais j'étais à La Réunion aussi, j'ai explosé le litchi là-bas. Je suis rentré, j'avais 2 semaines de diarrhée, c'était abusé. Mais ça valait le coup, ça valait vraiment le coup. Je te jure. C'est marrant, c'est vrai. En fait, ça fait mal au ventre à force les fruits. Moi, la C'est pastèque, je peux vraiment. Incroyable, la Ah, pastèque. c'est Tellement sous-côté, la pastèque. Non, mais- Une pastèque. Une bonne pastèque sucrée, Ouais. ça me fait saliver rien que d'y penser. Tu sais, l'été là, c'est Toi, incroyable. tu achètes la pastèque, tu la ramènes à la maison. Ouais. Moi, je dis, tu me la mets en barquette. Je te mets un supplément. Je suis blindé. C'est-à-dire qu'il prend 2-3 pastèques, il me les coupe, il me les met en barquette et j'emmène les barquettes chez moi. Ce travail-là, je veux pas le faire. C'est vrai. Je veux être Jules César, je veux être allongé et je veux
Moi, mon argent, il me sert à ça, à exploser les fruits de la planète. Ouais, c'est ton vrai plaisir. C'est mon Putain, kiff. C'est marrant, c'est marrant. Je détruis les fruits, vraiment. Putain, c'est... Fruits du dragon, tout, Ah ouais, goyave, là. papaye, fruits de la passion. Fruit du dragon, c'est rarement goûtu en France. Faut vraiment... Il y a 2 races. Il faut prendre les jaunes, pas les roses. Ah bah voilà, les roses, c'est ceux qui a le plus. Faut prendre Avec les petits jaunes. pépins noirs, le Ouais, blanc à l'intérieur, incroyable. c'est les fruits. Je vous Ouais. mets des photos qui apparaissent. Incroyable. Et le mangoustan, fruit que il y a que les puristes qui connaissent, c'est vraiment le meilleur fruit du monde. C'est un mix, on dirait de la grenade, et dedans, on dirait du litchi en clémentine. Blanc. Oui, ça fait des petits fils à l'extérieur, non? En fait, c'est violet autour. Oui, c'est ça, c'est ça. Et tu coupes et t'enlèves. En France, t'en achètes, c'est vraiment un bras. Genre, c'est abusé. Je crois, c'est les 10, c'est genre 50 €, je crois. C'est abusément cher. Et il y en a 1 sur 3 qui est pourri à chaque fois. Donc, c'est pas rentable. Mais je peux pas en parler. Le mangoustan, c'est l'avenir de l'humanité. Ça passera par ça, par les enfants et le mangoustan. Eh, faut pas lui parler de famille hein, pour l'émouvoir, faut lui parler de fruits. hein. Ah non, mais moi, là, c'est t'as une vraie. Je suis comme un ouf. Et c'est des fruits, c'est ma passion. Il y a une notion, un truc dont tu parles souvent, c'est le temps. Ouais. T'as peur de vieillir, c'est une peur? Non, c'est pas une peur. J'ai peur de ne pas accomplir ce que j'ai envie d'accomplir. J'ai peur d'arriver vieux et de me dire merde, j'ai pas assez profité ou j'ai pas assez fait ou j'ai pas assez fait pour moi, pour les autres. J'ai pas été au bout de mes projets. C'est plus ça en fait. Mais tu vois, j'accepte la calvitie, j'accepte les cheveux blancs, j'accepte de vieillir. C'est bien de vieillir. T'as le temps, avec tout le boulot, etc., t'arrives à combiner vie perso, vie d'enfant par rapport à tes parents, à donner un peu de temps à tout? Non. Franchement, ce serait mentir que de te dire je gère trop bien. Non. Tu es obligé de sacrifier certaines choses ou de mixer. Par exemple, aujourd'hui, je travaille avec mes parents. Ah oui? Ouais, ils gèrent mes 2 boîtes. Ma boîte de cinéma, c'est mon père, et ma boîte de théâtre, c'est ma mère. Donc, dès qu'on se fait une réunion pour le taf, en vrai, on se voit aussi. Donc, on parle du taf, et puis après, on parle de nous. On parle 1 heure de taf, 20 minutes de nous, mais on a passé 1h20 ensemble. Tu vois, c'est une façon que j'ai trouvée aussi pour passer du temps avec eux. Pour Pour mixer mixer. les deux. Mais par exemple, pendant longtemps, si je dois être honnête, c'est un truc que j'aimerais avoir et j'ai pas le réflexe d'appeler les gens, par exemple, pour savoir comment ils vont, pour garder le contact. C'est un truc que je sais pas faire. Ouais, Et quand quelqu'un m'appelle ou m'écrit, pour moi, c'est comme si on s'était laissé hier, en fait, alors que ça fait 2 ans, on s'est pas vu. Tu vois, et je suis pareil que la personne, mais j'ai pas ce réflexe-là. Mes projets me hantent. Ça veut dire que dès que je rentre dans un nouveau projet, ma hantise, c'est... Parce que moi, j'aurais même pas dû avoir 2 ans, j'aurais dû mourir avant mes 2 ans. Tu vois, j'aurais pas dû vivre la vie que je mène. Et je me dis toujours, quand je commence un projet, putain, faut pas que je meure avant la fin du projet. Parce que sinon, il va jamais sortir. Et j'ai ce truc qui est un peu bizarre, qui fait que je suis focus. Et j'ai pas été un bon mari ou petit copain quand j'avais un projet. À chaque fois que j'ai eu un projet, la femme avec laquelle j'étais voulait me quitter. Ah, c'est vrai? Et je l'ai souvent su après. Parce Ouais. que tu l'as délaissé? Parce que je suis l'équivalent du loup-garou, mais pendant 1 an. Non, j'abuse. Non, le loup-garou, c'est vraiment une exception. Franchement, c'est une grosse merde ce soir-là. Pardon encore tout le monde. Vraiment, je m'en veux de ouf. C'est pour ça que je fais jamais des loups-garous ailleurs. Maintenant, j'arrête. Mais non, mais Déjà pas- averti. Toujours. Mais non, mais pas. Mais c'est par exemple, quand je suis sur un film, vraiment, c'est terrible de dire ça. Hein, mais rien ne m'intéresse à part ce film. Je pense à chaque seconde de. Je veux tellement livrer la meilleure copie au public. Chaque jour, je me demande, putain, mais cette blague-là, est-ce que je mets ce plan-là avant celui-là ou celui-là? L'autre à côté, il me parle de ses problèmes. Ah Ouais, tu t'en fiches. Alors que c'est ça qui est important, c'est de la merde, ce Bien sûr, plan-là ou bien ce sûr, bien plan-là. sûr, bien sûr. Mais je n'arrive pas et mon travail prend énormément de place dans ma vie. Là, t'as ton spectacle, donc Dragon, t'as Storytelling au même théâtre, hein, t'enchaînes les deux. Ouais. Il y a des gens qui viennent te voir, qui voient les 2 spectacles et qui reviennent, des gens qui viennent plusieurs fois. Alors, Storytelling, on vient de le lancer, donc il n'y a pas encore de gens qui Il y a des arrivent. gens qui te suivent, je veux dire. Mais pardon, qui dans sont ta venus me carrière, voir en qui te voient. spectacle, j'ai des gens qui sont venus 12 fois, 15 fois, 20 fois. C'est vrai? C'est jamais le même. Que tu reconnais parfois? Bah, ils le disent. Parce que je demande qui m'a déjà vu en spectacle. Et la personne, elle lève la main. Et parfois, je demande combien de fois. Et je dis 3 fois. Je dis, putain, c'est bien 3 fois, il y a plus. 18! C'est vrai? Ouais, et je dis, waouh, 18 fois, c'est du harcèlement, c'est plus du suivi. Il y a des personnages qui reviennent même. Ils reviennent, je dis, ah, vous vous rappelez sur la vidéo YouTube, tout le monde l'a vu, et bah c'est elle, voilà.
Est-ce que tu as déjà un moment où tu as séché, tu vois, même en étant très bon en impro? Est-ce qu'un soir, tu es fatigué ou tu pas dedans parce que tu parlais de divorce, un problème voilà, personnel, familial ou autre, où tu pas dedans et tu sèches sur scène? Est-ce que ça arrive? Ouais, alors il y a deux choses. Il y a être moins dedans et le public s'en rend compte, ça n'arrive pas. Parce que même si je n'ai pas d'inspiration, je vais le sentir très vite. Je vais faire 2 impros qui vont pas faire mouche. Je vais me dire, écoute, ce soir, c'est pas ton soir. Ça sert à rien de forcer. Pilote automatique. Ah ouais, bah ouais. Et je leur donne des impros qui pensent être des impros, mais c'est pas des impros. Donc eux, ils voient pas la différence. Tu vois? Et il y a sécher, ne pas savoir quoi dire. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines, où il y a une fille, la vidéo est sortie aussi. Ah oui, je demande s'il y a des handicapés dans la salle. J'aime bien, ça met mal à l'aise tout le monde quand je demande ça. Est-ce qu'il y a des handicapés dans la salle? Et personne ne dit rien. Il y en a un qui ose, et puis après, tu en as 5-6 qui lèvent la main au fur et à mesure. Il y a une fille qui lève la main, et elle me dit, je sais pas quoi, nanana, post-traumatique et tout. Et vraiment, je comprends pas ce qu'elle veut dire. Je dis, c'est quoi post-traumatique? C'est un traumatisme? Elle était avec sa mère. Et elle dit, ouais. Je dis, c'est quoi le traumatisme? Et la mère, elle fait... Et la fille, elle fait, inceste! Waouh. Frontal. Et moi, j'ai les deux. J'ai celle qui fait ça et l'autre qui dit inceste. Et là, t'as le... Et là, je sais, j'ai pas envie. Et là, je comprends très vite. Alors, ça veut dire que je suis pas sûr de moi parce que j'aurais pu creuser, mais j'ai pas voulu parce que je me suis dit, si la mère dit non, c'est peut-être que c'est inceste, c'est soit le père, voilà, soit le frère, et il va y avoir un jugement des autres sur cette femme dans la salle. Tu pourras pas l'empêcher, alors que elle est pour rien. Ah. C'est pas sa faute à elle, tu vois. Mais pour pas que sa maman elle soit mal à l'aise, j'ai pas creusé. J'ai pas voulu demander comment, qui, où, quoi, tu vois. Et là, je me suis trouvé sans répartie. Et quand je suis sans répartie, j'ai des vannes pour dire que je suis sans répartie. Ah, c'est vrai, ouais, J'ai toujours toujours des tiroirs. Donc j'ai fait ce tiroir-là et je suis parti, je suis passé à autre chose. Non, c'est fort, c'est fort. C'est ton moment le plus gênant sur scène? Je vais demander déjà ça. Je me rappelle à Metsila à l'époque, il y a un accouchement, etc. Ça, c'est ton moment le plus gênant que tu as vécu? Tellement. Moi, j'ai un public, vraiment, on est sur le sous-sol de ce qui se fait en termes de mammifères, vraiment francophones. Non, vraiment. Ils le savent, je le répète tout le temps. Pire public de France, vraiment. Qu'est-ce que je peux te faire? J'ai des listes, j'ai des... Par contre, on peut commencer. Alors, attends. T'as 3 heures, là? Des moments gênants sur scène? Qu'est-ce qu'on appelle gênant? Je sais pas, un moment où vraiment, toi, tu sais plus où te mettre. Ça t'arrive un peu comme... où t'as même plus de tiroir. Où je sais plus où me mettre. Tu sais, comment on appelle ça? Bon, j'ai eu des malaises dans la salle. Ça, c'est pas de leur faute. Il y a les pompiers qui viennent et tout, mais donc, faut meubler. Donc, moi, je faisais des vannes pendant que le pompier portait la meuf. Ça, c'est pas vraiment gênant. Attends, je vais trouver un vrai truc. Un vrai truc gênant. Mais le mec de Lille, c'était pas mal, hein, quand même, hein, dans les souvenirs récents. Oh! Un soir, il y a un mec qui était bourré dans la salle, qui arrive en retard et qui est monté sur scène. Mais non. Et ouais, ça s'appelle, la vidéo, c'est l'alcool, c'est pas de l'eau, sur ma chaîne YouTube. Il m'a pourri le spectacle. Vraiment, il m'a pourri. Il intervenait, il était en décalé. Tout le monde applaudissait. À la fin, il se mettait à applaudir. Mais pour lui, il était dans le tempo. Wow. Il voulait aller aux toilettes. Mais pour aller aux toilettes, il est monté sur scène. Il était à l'ouest. Il était à l'ouest du début à la fin. J'ai réussi à le rendre attachant. Alors j'avais envie de le démonter. Ah, c'est vrai. Et je l'ai rendu attachant parce qu'il n'y a rien de pire que d'être contre lui, tu vois. Mais parfois, j'ai séparé. Il m'arrive plusieurs fois de séparer des gens, tu vois, de séparer des groupes. Le pire, c'est les gens qui ont bu parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ou les gens qui ont été invités, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils viennent voir. Et qui viennent entre collègues et qui... T'as toujours le mec qui a l'habitude d'être le gars drôle de la bande et qui prend mal que les gens rigolent aux blagues d'un humoriste. Ces phénomènes existent, je ne pensais pas que c'était possible. T'es chanceux aussi par moment, juste pour terminer l'émission, mais c'est assez fou. Tu devais aller, il y a quelques mois, chez le coiffeur. Ouais. C'est une histoire vraie, ça. Bien sûr, tout ce que je raconte est vrai. Je tiens à le dire parce que j'ai vu dans ton émission et ailleurs, je ne vais pas donner de nom, j'ai vu des anecdotes, parfois je fais non, là, c'est forcé, là. Oh. Pas à nous. Pas celle-là, quand même, je crois pas une seconde. Je te jure que c'est vrai. J'étais au Five. Tu vois à quel point le Five... Il y a des témoins, de toute façon. Il y a des témoins. Mon coiffeur est dans le 10e arrondissement. Voilà, c'est très simple. Et les gens pourront vérifier sur les réseaux, ça a eu lieu. J'étais au Five, le match a duré plus de temps que prévu, donc j'ai pas été chez le coiffeur. Je devais y aller pour, je sais pas, n'importe quoi, pour 14-15. Finalement, je me dis, je vais aller à 16-17. Et je vais sur Twitter et je vois qu'il y a un attentat
dans le salon de coiffure. C'est rue d'Anguin. Donc, c'était un vieil homme qui en voulait à la communauté kurde et qui est venu et qui a tiré à l'Institut et après dans le salon de coiffure. Dans ce salon-là? Ouais. Et il y a une vidéo où tu vois mes coiffeurs, qui sont 2 frères, qui le désarment en fait. Tu vois la vidéo, elle est sur Internet. Et j'ai été hier encore chez le coiffeur, donc c'est le même. Il y a eu des morts, non? Il y a eu 3 morts, ouais. Et je devais être dans le salon de coiffure à ce moment-là. Et je te dis sincèrement, heureusement que j'y étais pas parce que le fait que je meurs, mais parce que sur la vidéo, tu aurais vu à quel point je suis un énorme lâche. Tu m'aurais pas vu me lever. Vraiment, tu aurais vu les mecs et tu aurais vu un gars faire ça comme ça. Et partir en scred. Et ça aurait été la fin de ma carrière. Putain, c'est comme quoi la vie, ça tient pas à grand-chose. Ça tient, le five. Faites du five et mangez des fruits. Je te jure. Et deuxième fois où tu as eu de la chance, vraiment beaucoup, là, tu cherchais un hélico pour un film. Oh, incroyable cette histoire. Racontez cette anecdote pour terminer. Ça aussi, tu vois, voilà, pareil. Là aussi, on va dire, c'est du mytho et tout. Et franchement, je suis sincère. Moi, je crois Quel film c'était? C'était Nous 3 ou rien. Moi, je crois pas aux trucs paranormaux et tout à la base, tu vois. J'ai toujours un peu de mal, tu vois. Et à chaque fois qu'on me raconte des trucs comme ça, sans jugement, je dis toujours, ça arrive toujours au bled, comme par hasard, tu vois. Ça n'arrive jamais à Paris dans le 12e, voilà, bon. Parce qu'il faut un peu de croyance aussi, tu vois. Oui, Donc, oui. Sans juger personne et tout, voilà. Moi, je suis pas dans ces trucs-là. Et il faut que tu saches que je suis quelqu'un qui... J'aime pas la saleté, mais je suis bordélique. Tu vois, un truc sur la table, une tache de quelque chose, je vais la gratter, je vais la nettoyer direct, mais un manteau peut traîner 1 an chez moi sur une chaise et je vais pas le toucher. À l'époque où je te parle, c'est mon ancien appart. Il y a en face de moi, dans le salon, c'est le canapé où j'écris, donc je passe ma vie sur ce canapé. Je suis comme ça, tout le temps j'écris là. Face à moi, il y a un meuble avec la télé. Sur le côté, il y a un sac, un parapluie, des pompes, une connerie. Tu vois, il y a des trucs qui ne bougent jamais. Et on a fait la première partie du tournage de Nous 3 ou rien. On a tourné toutes les parties en France. On a fait toutes les parties au Maroc. On a fini le tournage, on est en montage. Et il reste une séquence, c'est le passage de la montagne. Il y a de la neige. Donc, on ne pouvait pas le faire en août, donc on le fait en février au Maroc toujours. Putain. On prépare ce tournage-là et le roi du Maroc vient d'interdire tout ce qui est drone, hélicoptère et tout. Pour la durée où on y est. Dinguerie. Ça veut dire que j'aurais pas mes super plans où on s'éloigne, où on voit la montagne, la neige et tout. Et tu as vu l'autiste que je suis à ce moment-là, je t'ai raconté un peu. Oui, Il me faut ces plans. Pour moi, c'est une catastrophe, ça va niquer le film. Ouais, mais là, c'est le roi. Il n'y a rien à faire, tu vois. Et en plus, je crois qu'au Maroc, les drones, c'est vraiment tout le temps. De toute façon, il faut vraiment. Oui, très par rapport au attention. palais et tout, précis. Parce que, ouais. En général, tu peux pas rentrer avec un Voilà. drone ils te le prennent. Voilà, exactement. Et là, l'hélicoptère, c'était interdit aussi, à ce moment-là. Donc, on est en galère. Et moi, je suis sur le canapé quand j'entends la nouvelle et tout. Et franchement, je suis vénère, je suis pas bien et tout. Et je remarque, j'avais dans les pompes, plus le parapluie, plus il y avait un sac qui était posé avec, tu sais, les trucs t'as des vêtements en journaux, genre des lettres. Tu vois, on dirait un papier journal, le vêtement. Tu vois ou pas ce délire là? Non, j'ai pas de. En fait, imagine, tu vois, un papier journal. Oui. T'as le titre, New York Times. Ah oui, tu veux dire, imprimé comme ça. Imprimé, voilà. Et Ouais. c'était un sac imprimé. Ah oui, je suis je vraiment vois, un blédard. C'était un sac imprimé en papier journal, d'accord? Je suis catastrophique, pardon les gars. Tu vois, Richie? J'ai que ça. Donc, c'était un sac imprimé comme ça. Mais la pousse dans laquelle il était, les lettres qui ressortaient, il y avait écrit N3OR. Et nous, ça fait 2 ans qu'on appelait le film N3OR, Nous 3 ou rien. Et je vois le V qui est plié à cause du parapluie qui fait un N, et je vois N3OR. Et je me dis, waouh, la dinguerie, ça fait 1 an, je suis assis là, je ne l'ai jamais vu. Mais dans ma tête, fin, on passe à autre chose. Je ne vais pas le photographier, je ne suis pas dans le truc paranormaux. Le lendemain, on prend l'avion pour aller tourner au Maroc. Et il y a un témoin, Nicolas Dirprod, qui était avec moi dans l'avion. On est en train de discuter de ces trucs-là. Il me dit, c'est pas possible, il n'y aura pas d'hélico, on peut rien faire. Je dis, putain, mais c'est pas possible, il faut trouver une solution et tout. On peut pas ne pas avoir ses plans. Et le mec qui est à côté de lui, il dit, alors, dans l'avion? Ouais, dans l'avion. Excusez-moi, je vous entends depuis tout à l'heure. Et il se trouve que moi, je suis à la retraite, là. J'ai pris ma retraite, mais j'ai un hélico. Et si vous voulez, je vous fais votre plan. Mais au Maroc? Dans l'hélico? Oui, au Maroc. Il ne pouvait pas voler? Il habite au Maroc. Il l'a fait. Sans autorisation? Il l'a fait. C'est vrai? Ouais. Il l'a fait. Et on a eu le droit Alors, c'est à 2 interdit, heures. quoi. Ok. À 2 heures. Ah, Et j'ai pas pu monter dans l'avion, dans l'hélico,
pour filmer. Donc ça a été, moi j'ai découvert les images après, mais dinguerie absolue. Incroyable. Ah oui, c'est quand même coup de bol absolu. Là. Mais c'est une folie. Et mon ex de l'époque, qui elle est grave croyante dans le truc paranormal, m'a dit mais c'est un signe, N3OR, c'est un signe. Et moi je l'ai pas vu le signe, tu vois. Bon. Histoire paranormale, pour terminer, je peux mettre les liens pour les places en cliquable sous la vidéo. Si vous voulez aller voir Kairon, donc, pour voir Dragon, le spectacle à l'Apollo Théâtre, et si vous voulez aller voir aussi Storytelling qui vient d'être lancé avec les personnages, du coup, où tu gères en fait la troupe, c'est d'une quinzaine d'humoristes, une dizaine, avec, qui jouent chacun des personnages historiques, etc. Donc ça s'appelle Storytelling. Je vous mets les 2 liens en cliquable sous la vidéo. Et puis je mets tes réseaux si vous voulez suivre Kairon dessus, avec la vidéo YouTube, etc. Merci à toi d'être venu. C'est un plaisir. Raconter tout ça, c'est bien, on a bien parlé, on a eu le temps. Hein. Avec plaisir, c'est gentil, merci. Ça fait du bien de pouvoir parler, non? Mais ouais, c'est agréable. C'est agréable, tous ces formats un peu plus longs, tu sais, où t'as pas d'objectivité, de rentabilité de vanne, tu vois, où tu peux être sincère, dire les choses. On a un peu le temps de discuter. Et c'est bienveillant, donc c'est vraiment merci à toi. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Avec plaisir. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous. C'est réciproque. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo, les gars. Tous les mercredis, vendredis et dimanches, on se retrouve sur Légende. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux. Prenez 2 minutes pour commenter l'émission, même pour dire ce que vous en avez pensé, pour commenter tout ce qu'on a dit. On a parlé de plein de sujets très différents. Vous êtes les bienvenus. Et merci de liker la vidéo pour la faire monter en référencement avec la petite cloche aussi. Ça vous permet d'avoir la notification quand on sort une nouvelle émission. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette belle interview. Gros bisous à tous et à la prochaine, les gars.